À l'université Kazei, dans la ville d'Okinami, un nom résonne dans les couloirs d'un amphithéâtre, Tojo Reiki. Ce n'est pas balancé avec des éloges, mais avec l'agacement de quelqu'un qui en a ras le bol. Reiki, un jeune mec aux cheveux noirs en bataille et au sweat blanc, dort profondément sur son bureau. Ses camarades le fixent, certains saoulés, d'autres avec un peu de pitié, alors que le prof continue de hurler son nom. Un œil s'ouvre brusquement, révélant un iris bleu glacier perçant. Il regarde autour de lui, désorienté, comme s'il se réveillait dans un endroit qu'il n'a jamais vu de sa vie. Les étudiants derrière lui ne cachent même pas leur rire. Ils chuchotent sur le fait qu'il est irrécupérable à pioncer encore une fois en plein cours. Reiki se redresse, se tenant la tête alors qu'un flot de souvenirs qui ne sont pas les siens envahit son esprit. Il est paumé, se demandant pourquoi tout le monde agit comme s'il était vivant alors qu'il devrait être mort. Le professeur anonyme, un homme aux cheveux gris dans un costume marron, reprend son cours avec un soupir condescendant. Il se fout de la gueule de Reiki, disant qu'il a pitié de la prestigieuse famille Tojo pour avoir un fils aussi raté. Les mots du prof sont tranchants, comparant Reiki à son frère qui a réussi, Tenryu. Il affirme que la famille devient la risée de tous à cause des échecs constants de Reiki et de son manque d'ambition. Mais Reiki n'écoute pas ces insultes. Il fixe ses mains, réalisant doucement la vérité. Il s'est réincarné dans le corps de ce gamin. Dans sa vie précédente, il était Y Tianji, un homme qui imposait le respect et le pouvoir. C'était un maître de l'alchimie et de la forge d'artefacts, trônant au sommet absolu du monde de la cultivation. Il avait atteint un niveau dont peu osaient rêver, maîtrisant à la fois la création d'élixirs et la forge d'armes divines. Il était un pilier de force, inégalé et redouté de tous. Après 5000 ans d'une cultivation acharnée et avoir enduré des milliers de tribulations célestes, il n'était plus qu'à un pas de l'ascension par la porte immortelle. Le succès lui tendait les bras. Mais à cet instant critique, il a été trahi. Le sang éclabousse ses souvenirs alors qu'il se rappelle la morsure des lames de Sezan qu'il avait le plus confiance. Le seigneur de la voix démoniaque, une silhouette sombre aux yeux rouges luisants, faisait partie des traîtres. L'ombre de son ancien ennemi plane dans son esprit, incarnant la malice pure de ce dernier jour. La trahison la plus douloureuse est venue de Xuanger, une fille aux couettes violettes qu'il considérait comme sa propre famille. Il s'avère qu'elle était la fille d'un empereur de l'âme qu'il avait tué, et elle avait passé des années à attendre l'occasion de se venger. Y Tianji a réalisé que sa soif d'amour familial l'avait rendu complètement idiot, et que c'est cette même famille qui l'a finalement détruit. Il repense à son ancien, lui avec un sourire amer et ensanglanté. Dans un ultime acte de désespoir, il a décidé de s'autodétruire. Il a juré d'emporter les traîtres avec lui dans le néant, déclenchant une explosion d'énergie colossale. Le choc sur le visage de Xuanger fut la dernière chose qu'il vit avant que le monde ne devienne blanc. Il était censé avoir péri aux côtés de ses ennemis, mettant fin à tout dans un déluge de feu. Mais le voilà, bel et bien en vie dans un nouveau corps. Il décide de tirer le meilleur parti de cette seconde chance, jurant de régler à la fois les rancunes de son passé et l'humiliation que ce gamin a subie. En examinant son nouveau corps, il capte qu'un truc cloche. Ce gamin n'était pas juste lent de nature. Il y avait une raison bien plus vicieuse derrière sa prétendue débilité. Reiki découvre que quelqu'un a implanté des aiguilles empoisonnées dans le cerveau du garçon. Ces aiguilles stimulaient constamment ses nerfs, engourdissant son intellect et le maintenant dans le brouillard. Ses yeux se plissent alors qu'il réalise que le coupable doit être quelqu'un de puissant et de précis. Ce n'était pas une simple attaque. C'était une méthode de sabotage cruelle et calculée. Le Reiki d'origine aurait dû mourir à cause de la toxine, mais la réincarnation l'a en quelque sorte maintenu en vie. Il sait qu'il doit retirer ses aiguilles immédiatement s'il veut retrouver sa force. Il se lève brusquement, sa chaise raclant le sol. Il ne laissera pas les enfoirés qui ont ruiné la vie de ce gamin impuni, et il a déjà un plan pour devenir plus fort. Le prof s'arrête de parler, le visage rouge de colère. Il exige que Reiki se rassoie, hurlant que le cours n'est pas terminé. Reiki regarde le professeur avec un mépris total. Pour lui, ce mec n'est qu'un minable arrogant sans la moindre once de vertu. Le prof est décontenancé par le regard froid et perçant de Reiki. Pendant une seconde, la frustration sur son visage laisse place à un véritable choc face au changement d'attitude soudain du gamin. Reiki ignore royalement le prof et commence à se diriger vers la sortie. Il se dit qu'un ancien maître de secte comme lui n'a aucun ordre à recevoir de quelqu'un d'aussi insignifiant. Le silence règne dans l'amphi alors que Reiki monte les escaliers, laissant le prof et les étudiants sur le cul. Le prof retrouve enfin sa voix, lui hurlant d'attendre, mais Reiki ne bronche même pas. À partir de cet instant, finit de vivre comme un idiot. Il se débarrasse de son ancienne identité de Y Tianji et embrasse pleinement sa nouvelle vie en tant que Tojo Reiki. En sortant sous un soleil de plomb, Reiki observe le campus de l'université.
L'architecture moderne et la technologie contrastent violemment avec le monde qu'il connaissait. Il remarque à quel point la vie a l'air pratique ici, avec des gens vivant confortablement sans avoir besoin de cultiver. C'est un monde étrangement paisible par rapport aux batailles constantes de son passé. En utilisant son immense puissance mentale, il commence à fouiller dans les souvenirs du Reiki d'origine. C'est un jeu d'enfant pour quelqu'un de son niveau, et il rassemble rapidement les infos dont il a besoin sur cette nouvelle société. Il s'assoit sur le trottoir, l'air soudain sérieux. Même si ce monde est pratique, il capte un problème majeur pour un mec comme lui. L'énergie spirituelle de ce monde est atrocement rare. Il réalise que même s'il cultivait pendant 10 000 ans ici, il n'atteindrait peut-être jamais les sommets de sa vie passée. Il décide de s'occuper de la menace la plus urgente, les aiguilles empoisonnées toujours logées dans son cerveau. Il lui faut un endroit calme pour effectuer cette extraction délicate. Il se dirige vers le dortoir des garçons de l'université Kazei, un bâtiment moderne à plusieurs étages. Ça servira de sanctuaire temporaire. Reiki entre dans sa chambre et regarde autour de lui, projetant une longue ombre sur le sol. Il doit s'assurer d'être seul avant de commencer ce processus douloureux. D'après ses souvenirs, il a 3 colocs. 2 sont en cours et le 3e rentre rarement, il devrait donc avoir l'endroit pour lui tout seul pendant un moment. Il verrouille la porte d'un clic déterminé. Il regarde l'heure, il a un peu plus d'1 heure avant la fin des cours, ce qui devrait être juste assez pour finir. Reiki s'assoit par terre plutôt que sur le lit. Il sait que le processus sera violent, et il ne veut pas qu'un mouvement brusque enfonce les aiguilles encore plus profondément dans son cerveau. Il repense à la cruauté de la personne qui lui a fait ça. Les aiguilles ont été placées là où les scanners modernes ne pouvaient même pas les détecter, s'assurant que Reiki passerait pour un crétin irrécupérable toute sa vie. Mais pour un maître comme lui, ce genre de ruse minable n'est rien de plus qu'une légère nuisance. Il concentre son énergie, se préparant à purger le poison et à récupérer son vrai lui. De retour dans la chambre, Reiki est assis en tailleur sur le sol, entouré d'une aura bleue tourbillonnante d'énergie spirituelle. Pas besoin d'outils médicaux sophistiqués pour ça, sa propre puissance suffira amplement. Il prend une profonde inspiration contrôlée, exhalant une brume d'énergie. Chaque once de sa concentration est dirigée vers l'intérieur, traquant les toxines qui ont embrouillé l'esprit de ce corps pendant des années. Dans son esprit, il les voit, des aiguilles microscopiques, aussi fines que de la soie, plantées profondément dans les tissus cérébraux. Seul un véritable maître du QI aurait pu les placer si précisément sans laisser la moindre cicatrice externe. La sueur perle sur son front alors qu'il prend conscience du poids de la tâche. La cruauté d'utiliser une telle méthode sur un gamin dépasse l'entendement, et il jure d'écraser personnellement le responsable. Comme les aiguilles sont là depuis des années, elles ont pratiquement fusionné avec la chair et le sang. Les retirer sans causer de dommages permanents va siphonner presque toute son énergie spirituelle restante. Il libère une ultime vague d'énergie, les flammes bleues qui l'entourent s'embrasant avec un sifflement perçant. Sa dernière force interne pousse enfin l'aiguille dehors, laissant une traînée de sang. Une simple aiguille en argent vole dans les airs avec une telle force qu'elle fissure le mur à côté de l'horloge. C'est fait, le dernier obstacle principal a enfin été purgé. Reiki s'effondre en avant, son corps tremblant alors qu'il cherche son souffle. L'agonie de l'extraction est enfin terminée, mais ses années de supplice l'ont physiquement vidé. Il est allongé par terre, à peine capable de bouger. Pas étonnant que ce corps ait été considéré comme un raté. Il tombait littéralement en morceaux sous la pression de ses aiguilles. La scène devient blanche, puis s'éclaircit lentement pour révéler le plafond stérile d'une chambre d'hôpital. Une poche de perfusion est accrochée à côté, s'écoulant régulièrement. Reiki se réveille dans un lit d'hôpital, clignant des yeux, surpris par son environnement. Il ne s'attendait pas à atterrir ici juste pour s'être fait un peu d'autochirurgie. Il se redresse lentement, se frottant la tête et sentant une légère douleur. Il remarque quelqu'un affalé au pied de son lit, dormant à poings fermés. Il baisse les yeux vers la fille, ses longs cheveux noirs étalés sur les draps. Il la reconnaît instantanément grâce au souvenir du Reiki d'origine. La fille bouge, se frottant les yeux en se réveillant. Ses yeux roses s'écarquillent de surprise en réalisant que Reiki est enfin conscient. Azuki Kazumi, sa sœur adoptive, rayonne d'un mélange de soulagement et de joie. Elle hurle littéralement pour appeler le médecin, sa voix résonnant dans le couloir silencieux. Dans le couloir, Kazumi continue d'appeler à l'aide. Elle était morte d'inquiétude depuis qu'on l'a retrouvée inconscient dans sa chambre. Un médecin arrive pour vérifier les constantes de Reiki, notant qu'il souffre principalement d'épuisement mental. Kazumi regarde attentivement, les mains croisées devant elle. Le doc leur annonce qu'il n'y a pas de problème majeur et que Reiki peut sortir quand ils seront prêts. Reiki reste assis silencieusement, observant l'interaction avec son esprit fraîchement clair.
Kazumi essuie des larmes de soulagement, un grand sourire illuminant son visage. Elle est juste sincèrement heureuse de le voir réveillé et de l'entendre parler. Reiki l'observe, touché par cette marque d'affection. Dans sa vie passée en tant que Tianji, il ne vivait que pour la cultivation et le pouvoir, sans jamais connaître ce genre de chaleur. L'image de son ancien lui surpuissant se profile derrière lui alors qu'il repense à 1000 ans de solitude. Expérimenter une attention aussi sincère après tout ce temps fait bizarre, mais ce n'est pas désagréable. Les souvenirs de leur enfance défilent dans son esprit. Kazumi a toujours pris sa défense, même quand ils étaient gamins. Elle était la fille de ses parents adoptifs et sa seule véritable protectrice. Pendant que tous les autres se foutaient de sa gueule en le traitant de raté, Kazumi ne l'a jamais pris de haut. Elle l'a protégé de la cruauté de ce monde avec tout ce qu'elle avait. En revanche, il se souvient de la nuit où ses vrais parents l'ont abandonné. Dès l'instant où les aiguilles ont commencé à engourdir son esprit, ils l'ont refourgué à des familles d'accueil sans une once d'hésitation. Ils l'ont laissé en larmes dans la rue, s'éloignant en voiture vers une vie où il n'aurait pas à gérer un fils cassé. La trahison de son propre sang fut sa première leçon sur la dureté de ce monde. Il regarde son reflet, notant que le YE de son nom doit être un signe du destin. Il est Tianji, mais dans cette vie, il sera le grand frère que Kazumi mérite. Reiki regarde Kazumi remercier chaleureusement l'infirmière pendant qu'il se prépare à partir. Il fait un vœu silencieux, le frère faible qu'elle a connu n'est plus, et c'est lui qui la protégera désormais. Kazumi se jette soudain dans ses bras, enfouissant son visage dans son torse. Elle tremble encore de la peur qu'il lui a faite, et elle l'engueule pour l'avoir autant inquiété. Reiki lui tapote doucement la tête, l'air attendri. Il lui dit de ne pas pleurer, lui assurant qu'il va parfaitement bien maintenant. Kazumi recule et le regarde, ses yeux scrutant son visage. Elle sent que quelque chose a changé chez lui, même si elle n'arrive pas à mettre les mots dessus. Elle lui dit que ses yeux ont l'air vivants, pour la première fois depuis des années. Le regard vide et hagard qu'il avait avant a été remplacé par un regard vif et intelligent. Son intuition est bonne. Elle lui demande s'il est soudainement devenu plus intelligent ou si autre chose a changé. Reiki la regarde simplement, impressionné par la vitesse à laquelle elle l'a remarqué. Il lui fait un petit sourire et lui tapote à nouveau la tête, lui disant qu'il est juste devenu plus sage. C'est la vérité, même si c'est un putain d'euphémisme. Mais alors qu'il détourne le regard, son expression devient glaciale. Les ordures qui ont essayé de lui faire du mal, à lui et à ce corps, vont payer pour chaque seconde de souffrance qu'ils ont causée. Son regard devient celui d'un prédateur alors qu'il jure de n'en laisser aucun s'en tirer. La traque du cerveau derrière les aiguilles a officiellement commencé. Le lendemain matin, à l'université Kazé, le soleil se lève sur le campus. Il est exactement 7 heures, et une nouvelle journée pleine d'énergie commence pour les étudiants et pour Reiki. Dans la cafétéria de la fac, les étudiants s'arrêtent et le fixent avec incrédulité. Reiki est assis à une table déjà remplie d'assiettes et de bols vides. Il s'enfourne de la nourriture à une vitesse hallucinante, concentré uniquement sur l'absorption de suffisamment de calories pour alimenter son corps affaibli. Pour les autres étudiants, on dirait qu'il a perdu la tête. Kazumi lui avait dit de se reposer, mais il sait qu'il doit récupérer ses forces aussi vite que possible. Il sait que la rumeur de sa guérison va se répandre vite, et il doit être prêt. Les murmures autour de lui s'intensifient. Les gens le traitent de « gros porc » et de « débile », supposant que son appétit d'ogre est juste une autre preuve de son incompétence. Il s'en tape royalement, focalisé uniquement sur l'énergie métabolique qu'il engrange. Reiki continue de bouffer, mais il reste sur le qui-vive, balayant la pièce du regard pour repérer quiconque l'observerait de trop près. Il doit découvrir qui est le cerveau de l'opération tout en restant sous le radar. À 14 heures, il est passé à la bibliothèque de la fac. Il a besoin d'infos sur l'histoire et la géographie de ce monde s'il veut trouver les ressources nécessaires pour cultiver correctement. Reiki est assis à une table de la bibliothèque, enseveli sous une montagne de bouquins ouverts. Le léger bruissement des pages qui se tournent est le seul bruit alors qu'il assimile les connaissances d'une vie entière en une seule après-midi. Les étudiants à proximité chuchotent et le pointent du doigt, se foutant de son soudain intérêt pour les études. Reiki les ignore, l'esprit concentré sur le constat que ce monde manque cruellement de l'énergie spirituelle dont il a besoin pour retrouver sa vraie puissance. Les rires moqueurs continuent alors que les étudiants supposent qu'il est juste là pour lire des mangas ou faire semblant. Ils sont à 1000 lieues d'imaginer le niveau de connaissance qu'il est en train d'éplucher ou la frustration qu'il ressent face aux limites de ce monde. Il tourne une autre page, les yeux plissés alors qu'il évalue ses options. Si l'énergie spirituelle naturelle est rare, il devra compter sur les herbes médicinales et les élixirs, des trucs qui n'ont pas l'air d'exister dans ce monde banal. Il fixe l'illustration d'une racine de ginseng dans un manuel de botanique.
Sa seule option maintenant est de trouver des plantes locales avec des propriétés similaires et d'utiliser ses connaissances ancestrales pour concocter les élixirs lui-même. Plus tard dans la nuit, le dortoir des garçons de l'université Cosey est silencieux sous la pleine lune. Il est 1 heure du mat. La plupart du campus dort, ignorant la transformation qui s'opère entre ses murs. Reiki est assis en tailleur sur le balcon de sa chambre, une douce aura bleue vacillant autour de son corps. Il essaie de puiser le peu d'énergie spirituelle qu'il peut dans l'air de la nuit pour commencer sa véritable cultivation. La sueur coule de son menton alors qu'il lutte contre les dégâts subis par son corps. Ces années de suppression spirituelle ont complètement bloqué ses méridiens, rendant chaque poussée d'énergie douloureuse comme pas possible. Il serre les dents, concentrant toute sa volonté pour forcer l'énergie à travers ses méridiens bloqués. Il doit expulser le reste des toxines s'il veut un jour retrouver son ancienne force et se protéger. Il canalise chaque fragment d'énergie qu'il a accumulé ces derniers jours en une seule explosion concentrée. La lumière bleue autour de lui s'intensifie, repoussant l'obscurité du balcon. Avec un bruit sec, une légère brume noire est expulsée de son cou, les dernières impuretés physiques enfin purgées. Son corps est plus léger, plus réactif qu'il ne l'a été depuis sa réincarnation. Reiki ouvre les yeux, une faible flamme bleue dansant dans ses pupilles. Il a réussi à affiner son QI, un processus qui aurait dû prendre des mois, mais qui a été plié en une seule nuit par la simple force de sa volonté. Il a atteint la première couche de raffinement du QI, un début modeste, mais qui a déjà poussé ses sens au-delà des limites humaines. L'énergie bleue tourbillonne paisiblement autour de lui, sous son contrôle absolu. Il tend la main, observant l'énergie danser sur le bout de ses doigts. Dans un rayon de 100 mètres, il peut désormais percevoir le moindre mouvement, du bruissement des feuilles à la respiration d'un étudiant endormi. La porte du balcon s'ouvre dans un fracas, et le colocataire de Reiki déboule, les yeux écarquillés sous le choc. Il est en pyjama bleu clair et a l'air complètement largué de trouver Reiki dehors dans le noir. Le coloc lâche un cri de surprise, demandant ce que Reiki fout sur le balcon en pleine nuit. Il a l'air sincèrement flippé, agitant les bras dans tous les sens en engueulant son pote. Le coloc lui dit de retourner se coucher vu qu'ils ont cours le matin. Reiki se lève lentement, l'aura bleue s'étant dissipée depuis longtemps, le laissant à nouveau avec l'apparence d'un étudiant lambda. Reiki acquiesce simplement, la voix calme et posée. Intérieurement, il se demande si sa session de cultivation a fait trop de bruit et s'il devra se trouver un coin plus isolé à l'avenir. Le coloc s'arrête et regarde Reiki de plus près, son expression passant de l'agacement à la confusion. Il semble remarquer un changement profond dans la prestance de Reiki qu'il n'arrive pas trop à expliquer. Reiki reste immobile, se demandant si le secret de son esprit clair est sur le point d'être cramé. Si les gens captent à quel point il a changé, la rumeur se répandra vite, ce qui pourrait alerter le cerveau derrière ses souffrances. Le coloc se fend soudain d'un grand sourire et commence à ébouriffer les cheveux de Reiki, lui faisant remarquer à quel point il est beau gosse. Il semble attribuer ce changement entièrement à la nouvelle coupe de cheveux que Kazumi lui a faite. Reiki lâche un petit soupir de soulagement fatigué, réalisant qu'il se prenait trop la tête. Pour un mec normal, une transformation de l'esprit passe beaucoup plus inaperçue qu'un relooking. Le coloc se marre et lui répète d'aller pioncer avant de choper la crève. Il retourne vers la chambre, son attitude enjouée contrastant violemment avec le monde froid dont Reiki avait l'habitude. Reiki le regarde s'éloigner, un petit sourire sincère aux lèvres. Il semble que le Reiki d'origine était traité avec plus de gentillesse par ses pairs qu'il ne l'avait jamais réalisé. Il regarde son poing serré, la détermination dans ses yeux se durcissant. Il ne peut pas compter sur la gentillesse des autres. Il doit atteindre son plein potentiel s'il veut protéger ceux qui lui ont montré cette chaleur inattendue. Il contemple la lune une dernière fois avant de rentrer. La route pour retrouver sa gloire d'antan est longue et semée d'embûches, mais il est plus déterminé que jamais à la parcourir. Tôt le lendemain matin, on passe au dortoir des filles de l'université Cosey. Les couloirs commencent à s'animer alors que les étudiantes se préparent pour leur premier cours. Azuki Kazumi est assise à son bureau, fixant son téléphone avec un regard de pure fierté. Elle vient d'apprendre que Reiki a réussi à résoudre un problème de maths hyper complexe en cours, un exploit qui aurait été impossible pour lui il y a encore quelques jours. Sa coloc lui demande pourquoi elle sourit bêtement, suggérant en plaisantant qu'elle a flashé sur un mec. Kazumi sourit juste, les yeux brillants en sachant que son frère a enfin trouvé sa voie. Kazumi nie direct, s'exclamant que son frère est enfin redevenu normal. Elle est folle de joie de voir que le garçon raté, dont tout le monde se moquait, montre enfin son vrai potentiel. La coloc a l'air sceptique, rappelant à Kazumi toutes les rumeurs dégueulasses qui tournent sur Reiki depuis des années. Elle a du mal à croire qu'il ait pu changer autant en si peu de temps. Kazumi se met sur la défensive, haussant le ton alors qu'elle insiste sur le fait que ces rumeurs sont toutes fausses. Elle est sûre que le monde verra bientôt à quel point son frère est vraiment incroyable.
La coloc soupire et tend son téléphone à Kazumi, lui disant de regarder la dernière vidéo qui vient d'être postée en ligne. L'expression de Kazumi se transforme en confusion et en inquiétude. L'écran montre une vidéo de Reiki au milieu d'un terrain de sport, effectuant ce qui ressemble à des mouvements lents et précis d'arts martiaux. Les commentaires sous la vidéo sont déjà blindés de moqueries. Kazumi est abasourdi, incapable de piger pourquoi Reiki serait sur le terrain à faire un truc qui ne lui ressemble tellement pas. Elle regarde la vidéo, les yeux écarquillés par l'inquiétude. Dans la vidéo, Reiki lâche un coup de poing surpuissant, la force du truc créant une onde de choc visible dans l'air. Il a l'air concentré à 100%, ignorant totalement les gens qui pourraient le filmer. Sur le campus même, une petite foule s'est rassemblée sur le bord du terrain pour mater Reiki. Ils rigolent et le filment avec leur portable, le prenant une fois de plus pour un clown. Reiki expire longuement, la sueur coulant sur son front. Il s'entraîne au véritable point du dragon, un art martial de base parfait pour reconstruire la force de son corps actuel. Il serre les poings, sentant la puissance commencer doucement à revenir. Même si ça n'a rien à voir avec sa vie passée, il a déjà gagné assez de force pour pulvériser de la roche massive s'il le voulait. Il interrompt son entraînement, sentant quelqu'un approcher par derrière. Il n'a pas besoin de regarder pour savoir qu'on va venir lui chercher des noises. Un étudiant en sweat vert s'arrête pile devant lui barrant la route. Le monologue intérieur de Reiki note qu'il gêne peut-être le passage, mais son expression reste neutre. Reiki lève les yeux, ses yeux bleus froids et impitoyables. Il se demande s'il a accidentellement bloqué un passage, mais il ne bouge pas d'un poil, attendant que l'autre étudiant l'ouvre. Tojo Reiki, Y Tianji, lève les yeux pour voir un étudiant grand et baraqué aux cheveux châtain clair le dominer de toute sa hauteur. L'inconnu porte une veste d'université verte et regarde Reiki de haut avec un air sévère et jugeur. Le regard de Reiki est froid et fixe, ses yeux bleus glaciers ne montrant pas la moindre trace d'intimidation. Il demande au nouveau venu qui il était ce qui lui veut à interrompre son entraînement. L'étudiant musclé lâche un grand sourire moqueur, tout en continuant de surplomber Reiki. Il fait remarquer que la prestance et l'attitude de Reiki ont l'air très différentes du garçon pathétique qu'il connaissait. L'étudiant penche la tête, faisant craquer son cou avec un bruit sec alors qu'une sinistre lueur rouge brille dans ses yeux. Reiki lâche un soupir fatigué, anticipant déjà la confrontation relou qui s'annonce. Tojo Reiki a l'air complètement blasé alors qu'il écoute ce type déblatéré. Tsutomu Hayashida se tient là avec un air renfrogné, cherchant clairement la merde. Hayashida commence à hurler son nom comme si tout le monde s'en foutait, avertissant Reiki de rester loin de Kazumi. Il prétend qu'un idiot comme Reiki va juste ruiner sa réputation. Reiki trouve toute cette situation à mourir de rire. Dans sa vie passée en tant que maître de secte, même de puissants immortels s'agenouillaient en sa présence, et là il se fait donner des ordres par un simple humain. Il regarde le caïd droit dans les yeux et lui dit que même si Kazumi est sa sœur, sa vie privée ne le regarde pas. Il finit en disant au mec de juste dégager. Hayashida est pris de court, son sourire se transformant en une grimace de confusion. Il répète la question, se demandant si Reiki a vraiment accepté de rester à l'écart. Reiki précise que même si c'est son choix à elle, ce mec n'est clairement pas digne d'une fille comme elle. Il campe sur ses positions, déclarant qu'en tant que frère, il est tout naturel qu'il veille à son bonheur. Ce commentaire touche un point sensible, et le visage de Hayashida se déforme de rage. Il serre les dents, répétant le mot « indigne » comme si c'était une insulte. L'esprit de Reiki vagabonde vers la secte Tianji, où il enseignait à quiconque avait le bon talent, peu importe son statut. Il regarde le sac à viande devant lui et décide que ce mec n'aurait même pas le niveau pour être un simple larbin. Soudain, Hayashida bondit en avant avec un coup de poing, réclamant un match d'entraînement qui n'est clairement qu'un coup en traître. Reiki ne bronche même pas, notant le manque total de dignité d'une attaque en douce pareille. Il se souvient de ses jours de gloire où même l'empereur lui témoignait le plus grand des respects. D'un mouvement nonchalant, Reiki chope le poing entrant d'une seule main, l'air complètement impassible. Il pense aux temps écoulés depuis qu'un mortel a essayé un truc aussi direct. Les yeux de Hayashida s'écarquillent en réalisant que son poing n'a même pas fait bouger le mec d'un millimètre. La poigne de Reiki se resserre autour du poignet de la brute, et d'une torsion brusque, l'élan change complètement de camp. Il exécute sa propre technique, la posture du dragon lové, écrasant sans effort le pitoyable véritable poing du dragon de Hayashida. Un craquement sinistre résonne dans l'air, suivi d'un cri à glacer le sang alors que Hayashida s'effondre sur la piste, se tenant le bras. Les étudiants aux alentours s'arrêtent net, chuchotant sous le choc que le mec du département d'éducation physique vient de se faire étaler. Reiki se tient au-dessus du caïd à terre, pensant que les mortels devraient vraiment apprendre à rester à leur place avant de défier un cultivateur. Il visualise la longue route qui l'attend,
de la condensation du QI jusqu'au passage de la tribulation. Pour l'instant, il n'en est qu'au tout premier stade, mais même cette infime quantité de pouvoir est écrasante. Il sait que le premier niveau de condensation du QI est plus que suffisant pour s'occuper de n'importe qui dans ce monde. Hayashida est par terre, se tenant le bras tout en refusant l'aide des autres étudiants qui accourent. Il essaie de faire le mec dur, insistant sur le fait qu'il va bien et que ce n'est rien. Mais quand il lève les yeux, la terreur sur son visage raconte une toute autre histoire. Il commence à réaliser que la personne qu'il traitait d'idiot est peut-être un monstre. La silhouette de Reiki se dresse au-dessus de lui, ses yeux brillant d'une lumière spirituelle bleue et glaciale qui semble transpercer l'âme de Hayashida. La brute tremble physiquement maintenant, se demandant comment on a pu prendre ce mec pour un étudiant normal. Complètement brisé, il demande timidement s'il peut s'en aller, sa bravade précédente ayant totalement disparu. Reiki le fixe, lui demandant s'il ne connaissait vraiment pas sa relation avec Kazumi avant ça. Il se doute qu'il y a une raison plus profonde pour laquelle ce type s'est donné autant de mal pour chercher la merde. Il se penche, exigeant de savoir qui exactement l'a poussé à faire ce petit coup monté. Mort de peur, Hayashida crache le morceau, révélant que c'est Hiroki Minami du département de gestion des entreprises qui est derrière tout ça. Il essaie même de retourner sa veste, suppliant de partir avec Reiki pour l'aider à se venger de Hiroki qui l'a piégé. Une voix familière tranche la tension alors que Kazumi court sur le terrain, le visage plein d'inquiétude. Elle se précipite aux côtés de son frère, lui attrapant les bras et vérifiant frénétiquement s'il n'est pas blessé quelque part. Reiki lui fait un petit sourire et lui tapote la tête, la rassurant qu'il va parfaitement bien et qu'elle n'avait pas à s'inquiéter. Le regard de Kazumi devient tranchant alors qu'elle regarde derrière lui, apercevant la brute par terre. Elle n'y va pas par quatre chemins, hurlant sur Hayashida et lui disant à quel point elle ne peut pas le blairer pour s'en être pris à son frère. Elle pointe un doigt et lui lance un ultime avertissement. S'il s'avise encore de faire chier Reiki, elle ne le ratera pas. Hayashida se carapate, marmonnant qu'il ne veut plus jamais avoir affaire à des monstres comme eux. Une fois la brute partie, Kazumi retrouve le sourire et présente sa meilleure amie, Runa Furuya, qui salue poliment. Reiki regarde Runa et sent immédiatement qu'un truc cloche. Elle a un physique purine avec des méridiens complètement bloqués, ce qui veut dire que sa vie sera tragiquement courte. Il réalise qu'avec le pouvoir de sa vie passée, il aurait pu facilement la sauver de sa condition. Mais dans ce corps faible, il ne peut absolument rien faire pour elle pour l'instant. Sentant son regard insistant, Runa a l'air un peu gênée. Kazumi Tojo se penche pour demander ce qui ne va pas, mais Reiki balaie la question d'un revers de main, lui disant que ce n'est rien. En marchant, Reiki décide de ne pas trop s'impliquer pour l'instant. C'est juste une amie de sa sœur, et il a des affaires plus urgentes à régler. Il se dit qu'il pourra s'occuper de son problème de physique une autre fois. Pour l'instant, sa priorité est de découvrir si Hiroki Minami est celui qui a planté ses aiguilles empoisonnées dans sa tête. Reiki s'arrête et demande où se trouve le bâtiment de gestion des entreprises. Kazumi lui montre du doigt mais a l'air inquiète, lui demandant ce qu'il compte faire. Il lui dit juste qu'il va faire un petit tour et commence à s'éloigner. Intérieurement, il jure de débusquer tous ceux qui ont participé à ce coup monté. Kazumi et Runa le regardent s'éloigner, bluffés par sa nouvelle prestance. Kazumi ne peut s'empêcher de murmurer que son frère a vraiment changé. La scène passe à l'imposante façade en briques du département de gestion des entreprises. À l'intérieur, les étudiants gossipent déjà sur la baston sur la piste. Ils ont entendu dire qu'Hayashida a fini à l'infirmerie et se demandent si Reiki ne faisait pas semblant d'être débile depuis le début sur ordre de sa famille. Hiroki Minami est assis au fond de la classe, l'air totalement imperturbable en s'étirant. Il est satisfait d'avoir utilisé Hayashida pour tester la force de Reiki et prépare déjà son prochain coup. Soudain, une main s'abat sur un bureau avec assez de force pour le faire trembler. Hiroki se lève, une aura violette sombre s'enflammant autour de lui. Il déclare qu'il va prendre les choses en main et écraser Reiki en tant que représentant de la famille Minami. Le couloir est silencieux alors que quelqu'un approche de l'amphithéâtre. Hiroki se dit que c'est l'occasion rêvée de se faire un nom dans toute la fac. La porte s'ouvre à la volée alors qu'une paire de chaussures noires pénètre dans la classe. Hiroki se tient devant avec ses larbins, regardant l'intrus de haut. Il rigole, traitant Reiki de simple insecte qu'il peut écraser quand ça lui chante. Reiki se tient à l'entrée, l'air de s'en foutre royalement de cette posture. Il a les mains dans les poches, mais ses yeux sont vifs et concentrés. Le prof, l'air surpris, dit au nouveau venu que le cours va commencer et qu'il devrait sortir s'il n'est pas inscrit. Reiki l'ignore complètement, ses yeux bleus glacial balayant la pièce. Il pose une simple question. Il est où, Hiroki Minami? Les étudiantes dans la salle commencent à chuchoter, surprises de voir à quel point l'intrus est beau gosse. Il leur faut une seconde pour capter que ce « beau gosse »
est en fait le débile du campus, Tojo. Hiroki sourit avec arrogance depuis le fond de la salle. Il est franchement impressionné que Reiki ait eu les couilles de se pointer en personne. Deux des sous-fifres d'Hiroki se plantent dans l'allée, faisant craquer leurs jointures et gonflant les pecs. Ils ne vont pas laisser un type débarquer et défier leur boss. L'un des associés Minami trapu-gueule sur Reiki, lui demandant s'il cherche la baston. Il s'avance, disant à Reiki qu'il devra d'abord leur passer sur le corps. Alors que le larbin lâche un coup de poing, Reiki ne cligne même pas des yeux. Pour un ancien maître cultivateur, ses attaques mortelles bougent au ralenti. D'une frappe unique et fluide, Reiki frappe le mec en plein visage avant même qu'il ne puisse placer son coup. Le larbin est envoyé valser sur le sol, crachant du sang. Reiki le surplombe, l'air ennuyé alors que le mec gémit de douleur. Reiki lève la tête, son expression se durcissant. Il dit à la salle qu'il ne va demander qu'une seule fois. Il serre le poing, son aura commençant à tourbillonner autour de lui. Il exige qu'il fasse venir Hiroki Minami sur le champ. Les étudiants sont absolument sans voix face à cette démonstration de force brute. Ils n'arrivent pas à croire que le mec dont ils se moquaient vient d'étaler un athlète entraîné en une seconde. Hiroki ne bouge pas, une aura rouge et menaçante apparaissant derrière lui. Il sait qu'il a le soutien de la puissante famille du ministère de la Défense, et ses propres compétences de combat sont largement supérieures à celles d'un étudiant lambda. Il admet qu'il a sous-estimé la force de Reiki, mais n'a pas l'air inquiet du tout. Il commence à retirer son pull, révélant une carrure musclée en dessous. Il se présente, Hiroki Minami, son corps irradiant d'une énergie rouge féroce. Il a l'air prêt pour une vraie baston. Les étudiants sont choqués de voir le physique d'Hiroki, réalisant qu'il cachait bien son jeu sous ses fringues. Ils commencent à se dire que Reiki a peut-être enfin trouvé un adversaire à sa taille. Le prof est toujours là, l'air paniqué en leur demandant ce qu'il croit faire dans sa classe. Hiroki l'envoie bouler d'un geste dédaigneux. Il dit au mec de ne pas s'inquiéter et que tout sera réglé avant même qu'il ne s'en rende compte. Hiroki regarde Reiki et lui demande s'il préfère régler ça dehors, sur le campus. Reiki ne perd pas une miette et lui dit qu'ici, dans la classe, c'est parfait. Il donne à Hiroki une chance de sauver sa peau. S'il avoue pourquoi il s'est attaqué à Reiki et qui a donné l'ordre, il envisagera d'être un peu indulgent. Hiroki se marre, trouvant ça ridicule. Il dit à Reiki qu'il est le premier à lui parler sur ce ton et que certaines personnes sont juste nées pour être remises à leur place. Sans un mot de plus, Hiroki fonce avec un coup de poing surpuissant visant la gueule de Reiki. Reiki voit l'attaque arriver, notant que c'est que de la force brute et zéro technique. Un grand claquement résonne dans la pièce alors qu'une main stoppe net le poing entrant. Reiki a arrêté le coup d'Hiroki d'une seule main, son expression restant de marbre. Les yeux d'Hiroki s'écarquillent de choc en réalisant que sa frappe à pleine puissance a été stoppée net. Hiroki force contre la poigne de Reiki, son visage se déformant alors qu'il capte que son poing est coincé. Peu importe comment il tire, il n'arrive pas à se libérer de cette prise de fer. Avant qu'Hiroki ne puisse réagir, Reiki avance et lui décoche un coup de genou dévastateur directement dans le plexus solaire. La force pure du coup crée une onde de choc qui se propage dans la carcasse musclée d'Hiroki. Hiroki est projeté en arrière dans les airs, totalement incapable d'arrêter sa chute. Un strident de surprise lui échappe alors qu'il perd tout contrôle. Il s'écrase violemment au fond de l'amphi, brisant les bureaux en bois et faisant voler les chaises. Un nuage de poussière et de débris retombe sur son corps affalé. Toute la classe tombe dans un silence de mort alors que les étudiants voient leur champion se faire balayer aussi facilement. La sueur perle sur leur visage alors qu'ils galèrent à réaliser ce qui vient de se passer. Le professeur inconnu serre ses lunettes, le visage rouge de fureur. Il hurle sur Reiki, exigeant une explication pour une telle violence ouverte et menaçant de le signaler à l'administration directe. Reiki se tient au centre de la pièce, une légère aura bleue tourbillonnant autour de son corps pendant que ses vêtements flottent. Les étudiants chuchotent entre eux, terrifiés à l'idée que la famille Minami ne laissera jamais passer ça. Les rumeurs reprennent alors que les étudiants notent que même la direction de la fac traite la famille Minami avec un respect absolu. Ils en concluent que Tojo Reiki doit vraiment avoir des envies suicidaires pour agir comme ça. Hiroki gémit par terre, incapable de se relever. Un étudiant fait remarquer que malgré le fait d'avoir été abandonné par sa famille, Reiki a clairement des couilles. Reiki s'approche et domine le corps vaincu d'Hiroki, son regard froid et perçant. Il pose une question directe. Est-ce que la famille d'Hiroki a ordonné cette attaque contre lui? Hiroki lève les yeux, tremblant en se tenant la poitrine meurtrie. Il réussit à cracher une question, se demandant ce que Reiki compte vraiment lui faire. Reiki le regarde de haut avec mépris et lance un avertissement sévère. Il dit à Hiroki que s'il veut quelque chose à partir de maintenant, il devra venir le voir directement et arrêter d'impliquer sa famille.
Soudain, il se baisse et attrape les deux poignets d'Hiroki. Des étincelles dorées semblent voler, alors que Reiki exerce une pression sur les articulations. Un hurlement à glacer le sang remplit la classe alors que les deux articulations d'Hiroki sont complètement broyées, le forçant à s'effondrer sur le sol. Le bruit écœurant des os qui se déplacent est impossible à rater pour ceux qui regardent. Reiki lâche prise, regardant de haut Hiroki qui est maintenant affalé contre le mur. Il déclare calmement qu'il a disloqué les deux articulations des bras d'Hiroki et demande s'il veut toujours continuer la baston. Complètement brisé, Hiroki sanglote sur le sol, les larmes coulant sur son visage alors qu'il se rend. Il supplie qu'on l'épargne, promettant qu'il n'approchera plus jamais personne de la famille Tojo. Reiki chope Hiroki par le menton, le forçant à lever les yeux. Hiroki balance que la famille Azuki était derrière cette manipulation, mort de peur d'avoir encore plus mal. Reiki se redresse et s'époussette les mains, satisfait de l'info. Il capte qu'Hiroki n'était qu'un pion utilisé pour cibler Kazumi à cause de son lien avec lui. Laissant Hiroki gémissant et ses larbins derrière lui, Reiki tourne les talons et marche à travers les débris de la classe. Les autres étudiants s'écartent comme la mer Rouge, trop flippés pour oser croiser son regard. Il descend le couloir les mains dans les poches, donnant l'impression d'avoir juste fait une petite promenade de santé plutôt qu'une baston brutale. De retour dans la classe, Hiroki continue de hurler à s'en arracher les poumons. Il gueule sur les badauds d'arrêter de rêver et de l'emmener à l'hosto direct. Le professeur inconnu fulmine encore, pointant un doigt vers la porte par laquelle Reiki vient de sortir. Il jure de veiller à ce que l'étudiant reçoive une punition disciplinaire sévère et demande son nom. Un des étudiants donne nerveusement la réponse, Tojo Reiki. Il ajoute que le mec est connu dans tout le campus pour être un débile fini. Le prof reste sur le cul, se frottant le menton en essayant de faire le lien entre la réputation d'idiot et le combattant impitoyable qu'il vient de voir. Il se demande si c'est justement parce qu'il est idiot qu'il a osé agir de façon aussi scandaleuse. La scène passe à une autre partie de la fac alors que le soleil continue de briller sur les bâtiments modernes du campus. Dans une autre classe, une fille se précipite vers Kazumi et lui montre l'écran de son téléphone. Elle la prévient que son frère a de très gros ennuis et que toute l'école en parle. Sur l'écran, un post viral montre une vidéo de Reiki étalant Hiroki avec la légende. Le mec dont tout le monde se moquait détruit Hiroki Minami en une seconde. L'espace commentaire est inondé de MDR et le mec est chez AT. Au lieu de s'inquiéter, les yeux de Kazumi pétillent d'excitation. Elle serre le téléphone contre elle et lâche un cri de joie, trouvant que son grand frère a trop la classe en pleine action. Son amie, Runa Furuya, regarde la scène avec inquiétude. Elle rappelle à Kazumi qu'Hiroki vient de la puissante famille du ministère de la Défense et que Reiki vient peut-être de s'attirer de très gros ennuis. Le visage de Kazumi devient sérieux une seconde en regardant son téléphone. Elle décide qu'elle doit l'appeler pour lui dire de faire gaffe à ce qui va lui tomber dessus. Dehors, Reiki traverse la place quand une voix résonne dans les haut-parleurs du campus. Il est convoqué publiquement et informé qu'il fait l'objet d'une procédure disciplinaire pour avoir troublé l'ordre public par la violence. Reiki regarde son tel en continuant de marcher, l'air de s'en foutre royalement. Pour un ancien maître céleste, la punition d'une fac, c'est que dalle. Son tel se met à sonner, et il décroche pour entendre Kazumi gueuler à plein poumon de l'autre côté. Il éloigne le tel de son oreille, lui disant qu'il n'y a pas besoin de hurler. On voit Kazumi courir dans le couloir, les cheveux au vent alors qu'elle panique au bout du fil. Elle lui demande comment il peut être aussi calme alors que la famille Minami va forcément se venger. Reiki s'arrête une seconde, regardant le ciel avec un regard lointain. Il lui répond simplement que quand l'heure de la vengeance sonnera, il s'en occupera d'une manière ou d'une autre. Il repense à ses 5000 ans de cultivation de l'immortalité et aux innombrables batailles féroces auxquelles il a survécu. Il sait que s'il tremble devant une famille mortelle insignifiante, il ne retrouvera jamais son niveau d'antan. Kazumi continue de le supplier de faire profil bas sur le campus pendant un moment. Reiki lâche un soupir et lui dit qu'il est déjà trop tard. Il a déjà passé les grilles de l'école. Debout à l'air libre avec sa veste flottant au vent, il lui annonce son prochain plan. Il ne va pas se cacher. Il va trouver un moyen de devenir encore plus fort. La scène passe à une chambre d'hôpital stérile où Hiroki est allongé dans un lit, ses deux bras lourdement bandés et soutenus. Sa mère est assise à ses côtés, tandis qu'un associé Minami trapu se tient au pied du lit. La mère d'Hiroki est folle de rage, ses yeux brillant d'une faible lumière rouge alors qu'elle hurle. Elle ne peut pas croire que quelqu'un ait l'audace d'utiliser une telle violence contre son fils. Hiroki détourne le regard, le visage assombri par le ressentiment et la douleur. Il supplie sa mère de garder le secret face à son père et son frère aîné, jurant qu'il obtiendra sa vengeance en personne. L'associé Minami reste là, choqué, les sourcils froncés. Il a du mal à avaler que l'enfant abandonné,
de la famille Tojo, ait pu infliger autant de dégâts à Hiroki. Hiroki serre les dents, une veine palpitant sur son front alors qu'il bout de rage. Il jure de faire payer Reiki pour l'humiliation subie, redoutant que sa réputation à la fac ne soit totalement ruinée s'il ne riposte pas. Debout devant les grilles du campus, Reiki regarde sa paume ouverte, testant la poigne de son nouveau corps. Il capte que même si ses adversaires actuels sont faibles, il doit rester sur ses gardes et ne pas sous-estimer les structures de pouvoir de ce monde. Les yeux bleus de Reiki se plissent alors qu'il réfléchit à ses limites physiques. Il réalise que son réceptacle actuel est dangereusement fragile et qu'il doit trouver un moyen d'accélérer drastiquement sa cultivation pour retrouver son ancien pouvoir. Il s'avance vers la rue et lève la main pour héler un taxi jaune qui passe. Ses problèmes immédiats étant réglés, il décide qu'il est temps de lancer la phase suivante de son plan de progression. Installé sur la banquette arrière du taxi, Reiki donne une brève instruction au chauffeur. Il demande à être conduit à la boutique la plus proche qui vend des herbes médicinales traditionnelles, une demande que le chauffeur accepte rapidement. Alors que la voiture démarre, Reiki baisse les yeux sur un petit carnet dans sa main, son esprit calculant déjà des formules. Il sait que s'il réussit à affiner les bons élixirs, il pourra peut-être enfin déclencher un véritable éveil de ses pouvoirs. Tojo Reiki fonce direct à la pharmacie Kampo Ryushodo pour faire le plein de provisions. Le vendeur hallucine devant la liste d'herbes de niveau professionnel, se demandant comment un gamin peut acheter tout ça sans ordonnance. Reiki n'hésite pas, lâchant une liasse de billets bien épaisse pour payer le tout. Il repart avec un sac énorme d'herbes, conscient que cet achat vient de cramer 2 mois de frais de subsistance. Il a besoin d'un coin tranquille pour affiner ses pilules, mais son portefeuille est officiellement à sec. Soudain, Kazumi Tojo et Runa Furuya le grillent et accourent sur le trottoir. Kazumi commence à l'engueuler direct, inquiète que ce sac géant de médoc signifie qu'il prépare un sale coup. Reiki reste d'un calme olympien et demande à sa sœur si elle peut lui dépanner de l'argent. Les 2 filles le fixent, complètement prises au dépourvu par la demande. Il pose le sac et leur explique qu'il doit louer une chambre temporaire pour traiter toutes ces herbes. Kazumi regarde dans son porte-monnaie et soupire, lui disant qu'elle n'a que 20 000 yens sur elle. Elle est choquée parce que son frère n'a jamais demandé d'argent avant, pendant que Reiki reste focalisé sur son objectif. Runa Furuya s'avance, proposant de lui avancer 80 000 yens de son propre compte pour le dépanner. Elle lui tend sa carte, précisant que Kazumi s'inquiète vraiment pour lui. Pendant qu'elle parle, la vision interne de Reiki scannait son corps, révélant un réseau de méridiens bloqués. Il réalise qu'elle a un physique purine, une condition rare qui la tuera probablement avant ses 22 ans. Il prend la carte et promet de la rembourser d'ici 2 semaines. Runa le regarde partir, se demandant pourquoi elle a ressenti cette soudaine envie de lui faire confiance aussi facilement. Reiki sait que cette somme d'argent n'est rien pour un cultivateur, mais c'est tout ce que cette fille possède. Il n'avait pas prévu de s'impliquer avec qui que ce soit dans cette vie, mais il ne peut pas juste ignorer ça. Il marche en ville, se disant qu'être endetté envers elle est juste un autre coup du destin. Il visualise son combat interne, voyant l'énergie froide la noyer de l'intérieur. Avec un sourire déterminé, Reiki jure de rembourser sa dette en l'arrachant aux griffes de la mort. Il dégote un bâtiment délabré et miteux qui a l'air de tenir à peine debout. Il lâche 36 000 yens à la proprio, couvrant le loyer et 2 mois de caution. La pièce est vide et crade, mais c'est exactement le genre d'espace isolé qu'il lui faut. Il sait que l'endroit tombe en ruine, mais ça fera l'affaire pour l'instant. Bientôt, une grande marmite en métal mijote sur un réchaud portable, la vapeur remplissant la petite pièce. Il installe plusieurs postes de travail, sachant que les proportions, le contrôle de la température et l'activation sont les clés de la réussite. Reiki se tient prêt, révisant mentalement les étapes pour débloquer tout le potentiel des herbes. Il canalise du cuit bleu dans ses mains, faisant léviter les bottes d'herbe dans les airs. Chaque ingrédient demande une technique bien précise, brûler, dissoudre ou neutraliser. Il commence à les balancer dans la marmite, regrettant que l'énergie spirituelle sur Terre soit si faible. Il concentre son pouvoir, gérant minutieusement la chaleur, alors que l'énergie bleue tourbillonne autour du chaudron. Pour un maître comme lui, raffiner une basique pilule de condensation de QI, c'est un jeu d'enfant. Soudain, une série de coups sourds à la porte brise sa concentration. Un pied s'écrase sur la porte, l'ouvrant à la volée dans un grand fracas. 3 silhouettes pénètrent dans la pièce, bloquant la seule sortie. Le chef des racailles inconnu avec sa chemise à fleurs confirme que Reiki est bien celui qu'il cherche. 2 de ses sbires masqués foncent, brandissant de lourdes battes en bois. Reiki tourne la tête, visiblement saoulé qu'il interrompe à un moment aussi critique. Il lève la main et leur dit qu'il n'a pas le temps de jouer à leurs conneries. Tojo Reiki annonce son attaque, véritable point du dragon, première forme. Il est encerclé par les racailles, mais a l'air de gérer la situation à 100%.
Il lâche une frappe du dragon lové, ses bras bougeant à toute vitesse alors que l'énergie bleue tourbillonne autour de lui. Les sbires volent dans tous les sens. Un des sbires pousse un cri de désespoir quand la force de l'attaque le percute. Reiki ne rate pas une miette de l'action. Tout le groupe d'assaillants est projeté en l'air comme des poupées de chiffon, les membres désarticulés. Reiki finit par s'asseoir peinard sur l'un des racailles à terre. Il tient sa marmite médicinale, la gardant bien droite. Il regarde par-dessus son épaule, disant au mec de cracher le morceau sur qui a donné l'ordre. Il ira peut-être mollo sur eux s'ils coopèrent. Un nouveau challenger s'avance, un mec grand et musclé avec des cheveux blonds en pétard et une chemise à fleurs. Ce chef des racailles inconnus note que le fait d'avoir couché Hiroki prouve que Reiki a du niveau, mais il n'est pas impressionné. Reiki l'observe avec une expression neutre alors que le chef commence à bouger. Le boss prétend qu'il est dans une toute autre ligue qu'un étudiant de merde. Il se propulse en avant avec un sourire confiant. Une explosion massive d'énergie dorée secoue la pièce au moment où le coup de poing du chef fait mouche. La poussière et les débris volent de partout. Reiki est projeté contre une pile de carton, serrant toujours la marmite contre son torse. Il est surpris de capter des fluctuations d'énergie spirituelle venant de ce type. Le chef des racailles inconnus est impressionné que Reiki ne soit pas tombé dans les vapes après son coup de coude. Il commence à se dire que le gamin est vraiment coriace. Reiki bloque un coup de pied au du boss, réalisant que ce mec n'est pas un vrai cultivateur. Il note que l'homme a simplement condensé le QI ambiant dans sa chair par le biais d'un entraînement physique intensif. Reiki avoue qu'il a peut-être un peu sous-estimé ce monde. Il prend un moment pour assimiler le concept d'artiste martial. Ce sont des personnes qui ont réussi à absorber une infime quantité d'énergie spirituelle dans leur corps après des années d'entraînement. Le chef des racailles inconnus maintient la pression, balançant une pluie de coups de poing. Il pige pas pourquoi le gamin s'acharne autant à protéger une simple marmite. Il se penche, ses lunettes de soleil brillant alors qu'il se moque des priorités de Reiki. Un lourd coup de pied heurte la marmite, fracassant le couvercle et son contenu dans une gerbe de liquide. Les yeux de Reiki s'écarquillent. Il est sincèrement vénère parce qu'il était à deux doigts de finir le raffinement. Le boss enchaîne avec un coup de pied direct dans le torse de Reiki, demandant si ce qu'il y a à l'intérieur vaut vraiment le coup de se laisser autant à découvert. La force de l'impact envoie Reiki s'écraser à travers un mur de briques jusque dans la pièce voisine. La poussière sature l'air alors que la silhouette de Reiki reste immobile sur le sol. Il tousse à travers la fumée, gobant une petite pilule dorée. Il aurait bien aimé la faire bouillir un peu plus longtemps, mais ça fera l'affaire. Derrière la fumée, le chef des racailles inconnus regarde la scène, pensant que c'est plié. Soudain, Reiki se redresse, englouti dans un énorme pilier de flammes dorées. Il a réussi à atteindre le premier stade de la condensation du QI. Le chef ressent une pression intense et étouffante irradiée du gamin. Il n'arrive pas à croire que c'est la même personne qu'il y a une minute. Reiki s'avance hors de la lumière dorée, le regard glacial. Il demande calmement à l'homme s'il est prêt à crever. Le chef panique, décidant que sa seule chance est de frapper le premier. Reiki riposte avec une paume repousse-montagne, une énorme rafale d'énergie projetée par sa main. La frappe de la paume percute avec un craquement de tonnerre, libérant des ondes de choc qui font trembler le sol. Le chef des racailles inconnus est soufflé à travers la pièce, se tenant la main broyée en hurlant de douleur. Reiki note l'écart massif entre le premier et le deuxième stade. Le boss est totalement terrifié maintenant, suppliant de savoir qui est vraiment ce putain d'étudiant. Reiki ne lui répond pas et lui dit simplement de fermer sa gueule. Il pointe un doigt, une boule de lumière dorée se formant au bout. Un rayon d'énergie jaillit, clouant le chef contre le mur et le soulevant de terre. Les mains de Reiki sont maintenant enveloppées de véritables flammes alors qu'il fixe le boss. Il exige de savoir qui a ordonné l'attaque. Il coupe un bureau en bois à proximité d'un simple geste de la main, promettant au chef qu'il finira exactement pareil. Le boss cherche son souffle, les yeux exorbités derrière ses lunettes de soleil. Il craque direct, hurlant que c'est Hiroki Minami qui les a envoyés. Il supplie qu'on le laisse partir, promettant qu'ils ne recommenceront plus jamais. Reiki n'est pas surpris. Il savait qu'Hiroki viendrait se venger plus vite qu'il ne le pensait. Ses yeux se mettent à briller d'une lumière violette perçante alors qu'il fixe le chef tremblant. Il jure de faire payer le prix fort à la famille Minami pour ça. Le boss ne peut qu'afficher un sourire faible et en sueur, espérant en avoir assez dit pour sauver sa peau. Tojo Reiki se tient devant le chef des racailles inconnus, qui transpire à grosses gouttes et le regarde avec angoisse. Reiki accepte de les laisser partir, mais à une seule condition. Il montre l'état de sa chambre saccagée et dit aux racailles qu'ils vont raquer pour chaque centime de dégâts. Les yeux du chef des racailles inconnus sortent de leurs orbites derrière ses lunettes tellement il hallucine. Il n'arrive pas à croire qu'après tout ça,
l'argent soit le seul truc que le gamin veut. Reiki le fixe d'un regard froid et intimidant, lui demandant s'il y a un problème avec sa requête. Le chef agite frénétiquement les mains, l'assurant qu'il n'y en a absolument aucun. Le boss retourne immédiatement sa frustration contre ses hommes, balançant un coup de pied à un subordonné à terre et leur hurlant de transférer les fonds à Reiki dans la seconde. Un gros plan sur l'écran d'un smartphone affiche la confirmation d'une transaction réussie d'un montant de 200 000 yens. L'air complètement au fond du trou, le chef des racailles inconnus demande s'ils sont libres de partir maintenant. Reiki ne le regarde même pas et leur ordonne sèchement de dégager de sa vue. Tout le groupe de racailles ne perd pas de temps, se bousculant et trébuchant les uns sur les autres alors qu'ils se ruent vers la porte et la lumière du jour. Une fois à bonne distance, un des sbires demande si c'est vraiment une bonne idée d'abandonner, vu les ordres d'Hiroki. Le boss l'engueule, lui demandant s'il préfère y retourner et affronter Reiki de nouveau. Le chef des racailles inconnus serre les dents, jetant un regard en arrière mêlé de peur et d'une arrogance tenace. Il essaie de se convaincre que même si Reiki est fort physiquement, l'autorité sociale finira par l'écraser. De retour dans sa chambre, Reiki est enfin seul, lâchant un long souffle de fatigue pour faire le vide dans sa tête. Il regarde plusieurs marmites métalliques bosselées et vidées de leur contenu. Il a la haine parce que, malgré ses plans pour atteindre le 3e stade de la condensation du QI, il n'a réussi à atteindre que le 2e, laissant son pouvoir instable. Il tient une poignée de petites pilules dorées brillantes dans sa paume, les comptant une par une. D'un geste rapide, il balance les pilules restantes dans sa bouche et les avale tout rond. Assis en tailleur sur le sol, Reiki est englouti dans un violent pilier de flammes spirituelles dorées. Il sait qu'il doit stabiliser son état actuel direct, sinon sa puissance retombera au 1er stade. La sueur coule sur son visage alors qu'il force pour contrôler l'énergie turbulente, et d'étranges marques sombres commencent à apparaître sur son cou. Soudain, son œil gauche s'ouvre brusquement, brillant d'une lumière violette céleste éclatante. Il réalise avec stupeur que ce nouveau corps renferme une lignée cachée qu'il vient juste d'éveiller, les légendaires yeux du démon pourpre. Une vue détaillée de l'œil révèle une nébuleuse tourbillonnante d'énergie violette et rose, irradiant une puissance colossale. Les yeux du démon pourpre sont un don extraordinaire, permettant à son porteur de percevoir l'essence même de toute chose et de voir à travers n'importe quelle illusion ou phénomène. Reiki teste sa nouvelle vision sur un appareil ménager du coin, qui apparaît semi-transparent, comme s'il pouvait voir sa structure interne et ses flux d'énergie. Il lâche un sourire en coin, se touchant le visage alors qu'il repense à quel point il convoitait cette capacité précise dans sa vie d'avant. Il prend cette évolution inattendue comme une putain de bénédiction déguisée. La lueur violette intense dans son œil commence à vaciller et à s'estomper, ne laissant derrière elle que de légères traînées de vapeur magique. L'effort est trop grand, et Reiki trébuche, se tenant la tête de douleur. Il capte qu'au 2e stade de la condensation du QI, il ne peut maintenir cette capacité que pendant quelques brèves minutes avant d'être à sec. Il se tient près d'une fenêtre, regardant dehors avec une détermination féroce alors qu'il calcule ses prochains coups. Il lui faut un paquet d'oseille pour de meilleurs ingrédients, les réparations de la chambre et les frais de subsistance basiques. Épuisé, il s'effondre sur le sol et fixe le plafond, pensant à quel point la vie dans le monde séculier est compliquée et exigeante. Le son aigu d'une notification résonne depuis son tel posé par terre à côté de lui. Il chope l'appareil et tombe sur un article de presse parlant d'un mec chanceux qui a dégoté un vase inestimable de la dynastie Ming dans un marché aux puces. Une idée de génie lui traverse l'esprit quand il réalise qu'il peut utiliser ses yeux du démon pourpre pour repérer facilement de vrais trésors cachés parmi les babioles d'un marché d'antiquités. Poussé par son besoin de fric, il décide de s'y rendre immédiatement. Dehors, le soleil brille sur le paysage urbain de la ville. Reiki débarque au marché aux antiquités de José, passant devant les différents stands des clients. Il garde la tête baissée, espérant pouvoir dénicher de vrais objets de valeur aujourd'hui. Il s'arrête un instant, prenant une profonde inspiration pour se concentrer. Sur commande mentale, il active les yeux du démon pourpre, et tout le marché est soudainement baigné dans un spectre d'énergie magique dans son champ de vision. Un vendeur bruyant avec une casquette marron l'alpague, tenant un vase en porcelaine bleu et blanc et prétendant que c'est une pièce authentique de la dynastie Ming pour seulement 600 000 yens. Reiki braque son regard violet directement sur le vase, scrutant chaque détail de sa signature spirituelle. En une fraction de seconde, le mot « faux » apparaît en lettres majuscules au-dessus du vase dans son champ de vision spécial. Reiki lâche un rire moqueur et balance direct au vendeur que la pièce est une contrefaçon, faisant remarquer que les techniques de vieillissement bon marché sont cramées à des kilomètres. Le vendeur est outré par l'accusation et insulte Reiki, le traitant d'amateur fauché qui joue à l'expert. Reiki ne prend même pas la peine de répondre et s'éloigne simplement. Alors qu'il continue sa route dans le marché, le mot « déchet » apparaît au-dessus de chaque objet qu'il regarde.
Tout ce qui est à vendre a l'air d'être de la camelote sans aucune valeur. La pression due au maintien de la capacité commence à se faire sentir, et Reiki se frotte les yeux douloureux. Il sait qu'il ne peut pas se permettre de gaspiller plus d'énergie à errer sans but. Juste au moment où il est sur le point de lâcher l'affaire, il sent une fluctuation d'énergie spirituelle très faible, mais distincte provenant d'une table à proximité. Il se tourne et repère une roche noire aux bords irréguliers avec un cœur vert luisant, posée sur un simple tissu. Ses yeux s'écarquillent en réalisant qu'il a enfin trouvé un truc qui en vaut la peine. Tojo Reiki concentre ses yeux du démon pourpre sur la roche noire irrégulière, détectant une pulsation d'énergie spirituelle faible mais indéniable irradiant de l'intérieur. Il se rend compte que même si le pouvoir est minime comparé à ses standards d'antan, c'est incroyablement rare et précieux dans ce monde moderne. Il aperçoit un homme trapu en chemise camouflage marcher dans le marché, son regard se rétrécissant alors qu'il sent une présence disciplinée. Reiki identifie le type comme un expert en arts martiaux, notant avec intérêt que le monde semble abriter des individus plus puissants qu'il ne l'avait d'abord imaginé. Il décide de jouer la carte de la discrétion, sachant qu'acheter le morceau de fer direct paraîtrait louche pour la foule et le vendeur. Il reporte son attention sur le stand, où le vendeur moustachu gesticule avec enthousiasme. Les mains dans les poches, Reiki s'approche du stand et demande l'air de rien le prix de 3 objets différents un par un. Le vendeur d'antiquités affiche un sourire poli mais rusé, cataloguant secrètement Reiki comme un pigeon naïf et se voyant déjà empocher un profit facile. Le vendeur balance les prix, 20 000 pour le collier, 36 000 pour l'éventail pliant et 10 000 pour la roche de fer. Reiki feint de retenir son souffle, jouant le mec choqué par les prix exorbitants. Reiki attrape l'éventail pliant, examinant ses détails avec un léger sourire entendu. Il décide d'utiliser l'éventail comme leurre pour obtenir ce qu'il veut vraiment. Il dit au vendeur que même s'il kiffe l'éventail, le prix est trop élevé pour lui, à moins que le vendeur ne soit prêt à lui filer la roche de fer gratos avec. Le vendeur d'antiquités n'hésite pas une seconde à accepter, précisant qu'il a trouvé la roche sur un chantier de toute façon et qu'il la considère sans grande valeur. Tenant la roche dans sa main, Reiki jubile, sachant qu'il pourra utiliser l'énergie spirituelle contenue à l'intérieur pour forger un puissant artefact divin. Derrière lui, le vendeur d'antiquités est tout aussi refait de l'échange, ayant encaissé 36 000 yens pour des trucs qu'il considère comme de la camelote. D'un coup de poignet sec, Reiki déploie l'éventail, révélant un paysage montagneux traditionnel. Il sourit intérieurement, réalisant que l'éventail en lui-même est aussi une antiquité authentique et précieuse qu'il pourrait facilement revendre 100 fois le prix qu'il a payé. Sa petite victoire est interrompue par un appel à l'aide soudain et désespéré résonnant dans le marché, disant qu'un homme vient de s'effondrer juste à côté. Une petite foule s'agglutine autour du vieil homme inconnu, grand-père, qui est tombé inconscient dans sa robe traditionnelle verte. Son jeune homme inconnu, petit-fils, s'agenouille à côté de lui en panique, tandis que l'associé Minami se tient à proximité, l'air inquiet. Le jeune homme inconnu, petit-fils, ordonne d'urgence à Yusuke, l'associé Minami, d'appeler une ambulance sur le champ. Reiki observe la scène de loin, remarquant que l'expert en arts martiaux qu'il a repéré plus tôt fait partie de ce groupe. Il se demande s'ils viennent d'une famille influente et blindée. Décidant que ça ne le regarde pas, Reiki tourne les talons, bien décidé à rentrer chez lui pour commencer à forger son nouvel artefact. Pourtant, la voix du jeune homme inconnu, petit-fils, retentit à nouveau, offrant une prime astronomique de 2 millions de yens à quiconque pourra sauver son grand-père. Reiki dresse l'oreille à la mention de cette somme colossale. Un gros plan sur l'œil bleu perçant de Reiki montre qu'il a changé d'avis. Pour 2 plaques, il se rend compte qu'il n'a aucune raison de refuser cet appel à l'aide. Le jeune homme inconnu, petit-fils, continue de hurler de désespoir, sachant que son grand-père ne survivra pas aux 10 minutes qu'il faudra à l'ambulance pour arriver. La foule continue de s'agglutiner autour de l'ancien inconscient, mais personne ne s'avance pour aider alors que le petit-fils supplie pour trouver un docteur. Les passants dans la foule chuchotent entre eux, notant que la responsabilité est bien trop lourde et craignant qu'il ne soit déjà trop tard pour le vieux. La place du marché aux antiquités de José vire à la panique totale. Un jeune homme inconnu, petit-fils, crie pour son vieil homme inconnu, grand-père, qui gît inerte sur le pavé après s'être effondré d'un coup. « Poussez-vous !» Une voix froide et autoritaire tranche le brouhaha alors qu'une main jaillit de la foule et dégage fermement quelqu'un du passage. Le jeune homme inconnu, petit-fils, et le garde en treillis se retournent, choqués. Ils ne s'attendaient pas à ce que quelqu'un force le cercle défensif avec autant d'assurance en pleine urgence médicale. Tojo Reiki, Y Tianji, s'avance dans la clairière, les mains dans les poches, l'expression indéchiffrable. Il n'hésite pas une seconde, déclarant simplement qu'il a le pouvoir de sauver le vieux. Le jeune homme inconnu, petit-fils, lève les yeux avec une lueur d'espoir dans son regard embué de larmes. Il demande frénétiquement si le nouveau venu est un docteur envoyé pour les aider. Tojo Reiki, Y Tianji,
lâche un nom sec, mais son calme olympien laisse penser qu'il sait exactement ce qu'il fait. Son attention reste fixée sur l'ancien à terre. Le garde n'avale pas la pilule et aboie sur le gamin de reculer et d'arrêter de dire des conneries. Il exige de savoir si un lycéen comme lui est vraiment prêt à prendre la responsabilité de la vie d'un homme. Reiki ne s'embarrasse pas de mots. Il chope le bras du garde en plein geste, sa poigne se refermant instantanément comme un étau en fer autour du poignet du mec. Il prévient que s'il continue de perdre du temps avec des disputes stériles, le vieux n'arrivera pas vivant à l'hosto. Le garde reste figé, transpirant sous le poids écrasant du regard intense de Reiki. Le garde essaie de résister, mais sa main est rabattue sans le moindre effort. Il est sur le cul qu'un simple lycéen puisse posséder une force physique aussi terrifiante et inébranlable. Tojo Reiki, Y Tianji, prend totalement les commandes, leur ordonnant d'asseoir le grand-père bien droit. Désespéré et intimidé par la prestance de l'inconnu, le jeune homme inconnu, petit-fils, obtempère direct. Reiki concentre son énergie spirituelle interne. Il sait que son deuxième stade de condensation du QI est juste suffisant pour dégager les blocages dans les méridiens du cœur du vieux. Une légère aura bleue d'énergie commence à tourbillonner autour de sa paume. Il concentre le QI, transformant sa main en un outil de précision pour une frappe chirurgicale spirituelle. D'un mouvement net, Tojo Reiki, Y Tianji, prend une posture concentrée. L'énergie bleue vrombit au bout de ses doigts alors qu'il cible le point exact sur le dos du vieil homme. Il enfonce sa paume lumineuse dans la colonne vertébrale du vieil homme inconnu. L'impact envoie une décharge visible d'énergie spirituelle droit dans les entrailles de l'ancien, forçant une réaction. Le vieil homme inconnu, grand-père, a un sursaut brusque en avant avec un râle et vomit une gerbe de sang sombre et coagulé sur le pavé. La place explose de cris quand le jeune homme inconnu, petit-fils, voit le sang. Pour les passants horrifiés, on dirait que le gamin vient de lui porter le coup de grâce plutôt que de le guérir. En voyant le vieux saigner, le garde perd tout contrôle. Il se jette sur Tojo Reiki, Y Tianji, avec un rugissement, balançant un lourd coup de poing à l'enfoiré, qui a osé frapper le grand-père de son maître. Tojo Reiki garde son sang-froid alors que ça commence à chauffer sur la place. Yusuke balance un énorme pain, mais le jeune héritier ne bronche même pas. Le garde lui hurle dessus, pensant qu'il n'est qu'un lâche essayant de fuir la baston. Reiki le calme net, stoppant l'élan du mec avec un seul doigt sur le front. Il fixe le soldat, lui lançant un ultime avertissement pour qu'il arrête de faire sa crise. Yusuke est cloué sur place, des gouttes de sueur perlant alors qu'il réalise que son corps ne peut plus bouger d'un poil. Reiki maintient la pression, gardant le combattant entraîné totalement paralysé. Pendant ce temps, le vieil homme inconnu commence à reprendre connaissance, s'appuyant sur Toshiya. Il se tient la poitrine, soulagé de voir qu'il peut enfin prendre une grande inspiration. Voyant l'embrouille, l'ancien ordonne direct à Yusuke de se calmer et de montrer un peu de respect. Le vieux promet de se souvenir de cette dette, mais Reiki est direct. Seul le fric l'intéresse. Les badauds sont un peu refroidis par son côté crevard, même après avoir sauvé une vie. Reiki se tourne vers le jeune homme, Toshiya, et réclame la récompense de 2 millions de yens sur le champ. Le vieux se contente de rire, appréciant sincèrement à quel point le gamin est honnête et direct. Il dit à Yusuke de régler la note et de payer au gars ce qui lui est dû s'entraîner. Yusuke sort une grosse liasse de billets et la lui tend, s'excusant pour son comportement de tout à l'heure. Les gens dans la foule n'en croient pas leurs yeux de voir quelqu'un empocher un tel pactole en pleine rue. Reiki soupèse la liasse, se disant que cette famille doit être blindée à mort pour se trimballer avec autant de liquide. Le fric en poche, il fait un geste dédaigneux de la main et commence à se casser. Mais le vieux n'en a pas fini avec lui et le rappelle pour une dernière chose. Il explique que les hôpitaux ont jugé sa maladie cardiaque incurable et chronique. Il fixe Reiki, se demandant si le traitement bizarre du gamin peut vraiment lui offrir une guérison définitive. Reiki évalue la requête avec un regard froid et analytique. Il voit bien que les méridiens du mec sont bouchés et que son QI fout le camp, typique d'un vieux mortel, mais rien qu'un bon élixir ne puisse régler. Il fait un simple signe de tête, confirmant qu'il est largement capable de s'en charger. Toshiya est sur le cul, vu que même les meilleurs toubibs ont baissé les bras pour une guérison totale. Reiki ne bégaye pas, même si les experts ont foiré, lui n'échouera pas. L'ancien demande direct le prix. Reiki lève un doigt pour fixer les termes de leur prochain contrat. Il exige 2 millions de yens par an en échange de la garantie de donner 20 ans de vie supplémentaires au vieux. Toshiya reste bouche bée en calculant le total de 40 millions de yens, trouvant le prix complètement délirant. Le vieux lâche juste un autre rire fort et tapageur. Il attrape la main de Reiki et dit que le deal est incroyablement donné pour 2 décennies de vie, laissant Reiki se demander si le vieux n'a pas perdu la boule. Il promet de payer, mais précise qu'il n'a pas autant de liquide sur lui pour le moment.
Reiki commence à s'éloigner, faisant bien comprendre qu'il ne prend pas les virements bancaires, que du cash. Il leur dit de revenir avec la somme totale après-demain s'ils veulent le remède. Alors qu'il s'en va, le vieux le regarde partir et lui demande son nom. Il lâche juste un « Tojo » par-dessus son épaule en disparaissant dans la foule. Toshiya est toujours inquiet, demandant à son grand-père s'ils peuvent vraiment faire confiance à un mec qui réclame 40 plaques comme si c'était de l'argent de poche. L'ancien dit à Toshiya qu'il n'a clairement pas fait assez gaffe au niveau de compétence hallucinant que le garçon a montré. Il affirme qu'il ne s'est jamais trompé sur quelqu'un de toute sa vie, et que ce gamin Tojo n'est certainement pas un humain ordinaire. Reiki continue sa balade, plutôt refait de la tournure qu'a pris sa journée au marché. Entre les 2 millions en poche et les 40 millions à venir, le financement de sa cultivation est enfin réglé. Reiki entend un bruit derrière lui, un léger déplacement d'air. Il capte direct qu'il est pris en filature par 3 personnes différentes. Il reste à une trentaine de mètres, mais ils épient chacun de ses mouvements depuis un moment. Il aperçoit leurs ombres qui traînent près des coins de rue. Il se demande si ces mecs sont les larbins d'Hiroki Minami ou si les gardes du vieux le suivent par excès de zèle. Une seconde à écouter leur bruit de palourd suffit pour qu'ils reconnaissent ceux qui reviennent chercher la merde. Le chef des racailles inconnus dit à son équipe de rester sur ses gardes, sachant d'expérience à quel point Reiki peut être dangereux. Reiki tourne dans une ruelle déserte, menant le groupe pile là où il le veut. Il décide qu'il n'aura plus de pitié pour ces abrutis collants. Le chemin le mène dans une impasse glauque entourée de hauts murs. C'est le coin idéal pour un face-à-face à l'abri des regards indiscrets. Les 3 racailles le coincent, leurs ombres s'étirant longuement sur le bitume alors qu'il lui barre la route. Le chef lâche un sourire en coin, demandant à Reiki s'il croyait vraiment en avoir fini avec eux. Reiki ne perd pas le nord, il comptait bien sur le fait qu'il se pointe. Une aura intimidante s'embrase autour de lui alors que ses yeux brillent d'une lueur froide et prédatrice. Les racailles se fichent direct, frappés par une pression soudaine et écrasante qui n'était pas là une seconde plus tôt. Le chef serre les dents, essayant de refouler l'instinct qui lui hurle de fuir. Il gueule sur ses gars d'arrêter de traîner et d'envoyer le gamin 6 pieds sous terre. Les 2 larbins chargent, frappant avec tout ce qu'ils ont. Reiki reste parfaitement immobile, sachant que ces mecs normaux n'ont aucune chance face à son QI de second stade. Il disparaît dans un mouvement flou, ne laissant derrière lui qu'une image rémanente. Les racailles frappent dans le vide, regardant autour d'eux en panique pour piger où il est passé. Avant qu'ils ne puissent réagir, 2 frappes d'une violence inouïe percutent leur poitrine. La force du coup envoie les 2 mecs valser en arrière comme s'ils venaient de se prendre un camion. Voyant ces hommes au tapis, le chef à la chemise à fleurs sort un couteau et se jette en avant pour une attaque désespérée. Reiki regarde la lame approcher avec une expression ennuyée et détachée. Il attrape le tranchant de la lame entre 2 doigts, l'arrêtant net. Il domine la racaille terrifiée, lui rappelant qu'il leur avait déjà laissé une chance de repartir en un seul morceau. Un coup de pied rapide comme l'éclair frappe le mec en plein sternum, le faisant déraper sur le béton. Alors que le chef crache du sang, Reiki lui demande combien Minami l'a payé pour cette mission suicide. Malgré la douleur, le voyou lâche un rire rocailleux, disant à Reiki que la partie est loin d'être finie. Reiki s'arrête, sentant qu'autre chose se prépare. La nuit est soudainement déchirée par le hurlement des sirènes et les gyrophares bleus et rouges. Une flotte de bagnoles de flics déboule dans la ruelle en crissant des pneus, bloquant Reiki des 2 côtés. Le capitaine de police sort de sa caisse, ordonnant à tout le monde de lâcher les armes et de se mettre au sol. Reiki calcule vite fait. À son stade de cultivation actuel, il ne peut pas encore dévier les balles. Les agents l'encerclent flingue braqué, hurlant de lever les mains en l'air. Il réalise que le timing de cette descente est beaucoup trop parfait pour être une coïncidence. Reiki dit au capitaine qu'il se défendait contre une agression armée. Le capitaine se contente de ricaner, ignorant l'explication et se focalisant sur le couteau dans la main de Reiki comme preuve. Il ordonne à ses hommes d'embarquer tout le monde au poste pour tirer tout ça au clair là-bas. Le chef des racailles jubile alors qu'on l'emmène, balançant à Reiki que sa vie est officiellement foutue. Les voitures de flics quittent la ruelle, sirènes toujours hurlantes alors qu'ils escortent Reiki au poste. À l'arrière de la caisse, Reiki reste zen, exigeant de savoir c'est quoi le délire et pourquoi c'est lui qu'on embarque. Le capitaine de police tire une longue taffe de sa cigarette, un ricanement moqueur aux lèvres, et dit à Reiki qu'il devrait savoir très bien qui l'a fait chier. Reiki plisse les yeux, devinant à juste titre qu'Hiroki Minami est derrière ce coup monté. Une supposition que le capitaine confirme d'un rire sec. Le capitaine continue ses provocations, traitant Reiki de pauvre clébard abandonné de la famille Tojo qui a fait l'erreur de croiser la puissante famille Minami. Reiki le fixe avec une expression froide et indéchiffrable pendant que le capitaine lui dit que sa petite démonstration de force ne vaut rien face au vrai pouvoir.
Une sombre détermination s'empare du visage de Reiki, alors qu'il jure de faire payer au double à Hiroki Minami cet abus d'autorité flagrant. La scène passe à un immense hôpital où le coucher de soleil jette une longue lueur orangée sur la ville. Dans l'une des chambres privées, Hiroki Minami se tient près de la fenêtre, écoutant un associé lui rapporter que l'arrestation s'est déroulée exactement comme prévu. Un sourire diabolique s'étale sur le visage d'Hiroki alors qu'il ordonne à ses hommes de sauter les procédures et d'envoyer Reiki directement avec les autres prisonniers de droit commun. Derrière les barreaux froids d'une cellule, plusieurs énormes taulards aux yeux rouges luisants attendent avec impatience l'arrivée de leur nouvelle cible. Une voiture de flic isolée file à toute berzingue sur la route, se dirigeant vers le bureau de sécurité de José. À l'intérieur, Reiki est assis, menottes dans le dos, l'air totalement indifférent à son arrestation. Il lâche au KLM que s'ils voulaient faire ça, ils auraient dû attendre 2 jours. Le garde moustachu se marre, demandant au gamin s'il réalise au moins dans quelle merde il s'est fourré. Il rappelle à Reiki qu'Hiroki Minami n'est pas vraiment du genre patient. Reiki ne perd pas le nord. Il leur offre une toute dernière chance de leur lâcher, maintenant s'ils veulent garder leur job. Son ton devient glacial alors qu'il les prévient qu'ils regretteront amèrement le choix qu'ils font aujourd'hui. Une aura sombre et étouffante jaillit soudain de la banquette arrière, rendant l'air de la voiture lourd à couper au couteau. Les flics sentent la pression monter, et le conducteur commence à suer à grosses gouttes. Le garde moustachu pète un câble, gueulant qu'il n'est qu'un sale mioche jeté par la famille Tojo qui ne connaît pas sa place. Le conducteur commence à douter, se demandant s'ils ne se sont pas attaqués à la mauvaise personne. Le garde le rembarre direct, insistant sur le fait que M. Minami est le seul à avoir le vrai pouvoir ici. Ils arrivent au bureau alors que le soleil se couche, le bâtiment ressemblant plus à une forteresse qu'à un commissariat. Les gardes ne perdent pas de temps pour traîner Reiki hors de la caisse, pressés de le foutre à l'intérieur. Le garde moustachu salue son supérieur, signalant qu'ils ont ramené le suspect comme convenu. Le directeur d'Ego Umino épluche les papiers avec un sourire narquois. Il leur dit de jeter Reiki directement dans la prison numéro 137. Reiki regarde le directeur dans les yeux et lui demande ce qui se passerait si le public découvrait les faux documents qu'il a utilisés pour se commenter. Umino lâche juste un grand sourire carnassier. Les menaces du gamin lui en touchent une sans faire bouger l'autre. Il rigole, disant à Reiki que sa parole est parole d'évangile ici. Un simple étudiant comme lui, c'est de la merde. Reiki s'éloigne, une ombre violette sombre vacillant autour de lui. Il en a assez vu pour savoir exactement à qui il a affaire. Umino ordonne aux gardes de confisquer tout ce que Reiki a sur lui pour qu'il ne puisse pas tenter de coup tordu. Il le pousse vers le bloc cellulaire, chuchotant qu'il est foutu une fois qu'il aura mis un pied dedans. La prison 137, c'est là qu'ils envoient ceux qu'ils veulent briser. Reiki capte que tout le processus, jusqu'à la cellule précise, a été décidé bien à l'avance. C'est un coup monté de A à Z. Il se tient devant la lourde porte métallique de la cellule 137. C'est exactement là qu'il est censé être. Les gardes lui disent d'un ton moqueur d'essayer de bien s'entendre avec ses nouveaux seniors, et le préviennent de ne pas faire trop de vagues. Les lourds barreaux se referment dans un grand fracas, l'enfermant à l'intérieur. Plusieurs paires d'yeux brillent dans l'obscurité de la cellule. Ces types l'attendaient de pied ferme. Un détenu blond s'avance avec un sourire narquois. Il dit au boss que c'est le mec que Minami les a payés pour gérer. Le boss montre ses dents en or en souriant. Ça va être de l'argent facile pour eux. Il s'adosse et ordonne à ses hommes d'apprendre aux petits nouveaux les règles de la maison. Reiki observe la pièce, pas impressionné pour un sou. Il se rend compte que Minami a dû lâcher une fortune pour graisser la patte à autant de monde. Il commence à se diriger vers une couchette, comme si les détenus n'existaient même pas. Le mec blond est sur le cul face à un manque de respect aussi flagrant. Le détenu attrape l'épaule de Reiki, lui demandant s'il est sourd. Il veut une réponse. Reiki lance un regard en arrière qui glacerait le sang. Il n'a qu'un mot pour lui, bouge. C'est la goutte d'eau. Le détenu vrille, hurlant qu'il va le tabasser à mort même sans le pot de vin. Il balance un énorme pain, mettant tout son poids dans le cou. Reiki chope le poing sans forcer, l'impact le faisant à peine bouger. D'une torsion rapide et d'un craquement écœurant, Reiki pète le bras du mec. Le visage du détenu blond se crispe de pure douleur. Le type s'écrase au sol, se tenant le bras cassé en hurlant. Le boss observe depuis la couchette, plissant les yeux alors qu'il capte que Reiki n'est pas un étudiant normal. Reiki reste juste là, les mains dans les poches, alors que le reste de la cellule commence à l'encercler. L'ambiance est passée de la blague à la menace de mort. Le taulard se lève, dominant les autres. Il avoue que le gamin a quand même du niveau. Il se dresse au-dessus de Reiki, lui disant que dehors il est peut-être quelqu'un, mais ici, l'obéissance est la seule option. Le boss se met juste devant lui,
promettant de lui briser chaque os du corps et de lui faire vivre un enfer pire que la mort. Reiki reste de marbre, les yeux cachés sous sa frange. Il a assez entendu de conneries. Les autres prisonniers commencent à l'encourager, poussant leur boss. Ils veulent voir du sang. Le boss montre le sol du doigt, disant à Reiki de se mettre à genoux et de lui lécher les pieds s'il veut qu'il y aille mollo. Le premier détenu fonce avec un coup de poing, mais Reiki chope son poing d'une seule main, l'arrêtant net. L'expression de Reiki est froide comme la glace. Il se répète, demandant au mec s'il est sourd ou juste complètement con. Le boss de la cellule serre ses dents en or, le visage déformé par la rage face à l'audace absolue de ce petit nouveau. Il perd patience et beugle à ses hommes de lui tomber dessus et de le mettre en pièces. Le boss se penche avec un sourire sadique, mentionnant que M. Minami leur a donné le feu vert pour lui faire tout ce qu'ils veulent. Les détenus se rapprochent de tous les côtés, hurlant des menaces et pensant qu'ils ont une victoire facile. Reiki les regarde avec un mépris total. Pour lui, ce ne sont pas juste des taulards, ce sont des déchets qui puent la violence gratuite. Il commence à accumuler du QI bleu dans sa paume, l'énergie tourbillonnant autour de ses doigts comme une flamme vacillante. Son aura s'embrase alors qu'il décide qu'il n'y a absolument aucune raison de se retenir face à des mecs aussi cramés. Deux autres détenus lui foncent dessus, pensant pouvoir le déborder par le nombre. Reiki bouge comme une ombre, déplaçant son poids et laissant des images rémanentes alors que le premier point le rate d'un bon mètre. Il riposte avec une frappe sèche dans la mâchoire, la tête du détenu partant en arrière dans un craquement écœurant. Le reste du groupe ne s'arrête pas, hurlant en se jetant sur lui tous en même temps. Reiki intercepte un poing et un coup de pied en même temps, ses mouvements parfaitement millimétrés et fluides. Il ne se contente pas de les stopper, il les brise. Une simple torsion envoie une vague de douleur à broyer les os à travers ses agresseurs. La cellule résonne de hurlements alors que les détenus s'effondrent, incapables ne serait-ce que de se tenir debout. Le sol est jonché de racailles au tapis, se tenant les membres brisés en gémissant. Reiki se redresse, leur disant qu'avec un niveau de force aussi pitoyable, il n'avait pas la moindre chance. Le boss a la haine, traitant ses hommes de sombres incapables pour ne pas avoir réussi à gérer un seul morveux. Il se lève enfin, virant ses couches de fringues pour révéler une carrure massive et musclée. Il va s'en charger lui-même. Le boss fait craquer ses jointures, déclarant qu'on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Reiki le reluque et lui dit d'arrêter son baratin et de bouger son cul. Le colosse fonce à une vitesse qui surprend tout le monde, son poing fendant l'air en direction de la tronche de Reiki. Reiki penche la tête juste ce qu'il faut pour laisser passer le coup. Le boss est sur le cul. Personne ne devrait pouvoir l'esquiver aussi facilement. Il pige que Reiki est peut-être un artiste martial. Une autre droite massive arrive, mais Reiki glisse en arrière. Il note que le gars a de la force pure, mais zéro strat, ni technique. Le boss hurle de frustration, le traitant de petit merdeux et exigeant qu'il reste sur place pour crever. Il recule le bras, et une violente énergie violette commence à s'agglutiner autour de son poing. C'est son impact de la tête de taureau. Reiki ne recule pas. Au contraire, il accueille l'attaque, se disant qu'il peut utiliser cette force brute pour stabiliser son QI de deuxième couche. Le colosse abat son poing lumineux en avant, mais Reiki l'attrape d'une paume, encaissant l'onde de choc alors que l'énergie ondule dans l'air. Le géant est paralysé par la peur, incapable d'assimiler comment son attaque la plus balèze a été bloquée par une seule main. Les doigts de Reiki s'enfoncent dans le poing du boss, et le bruit d'os broyés remplit de nouveau la cellule. Le géant tombe à genoux, hurlant de douleur alors que Reiki lui tord le bras, annihilant toute chance de contre-attaque. Reiki lâche la main en bouillie et prépare son prochain coup. Le boss est déjà en miettes, mais il n'en a pas fini. Il balance un coup de pied destructeur en plein dans le torse du géant, la force de l'impact s'enfonçant profondément dans ses côtes. Le boss est envoyé valser à travers la pièce, s'écrasant contre le mur du fond avec un bruit sourd. Reiki le regarde s'affaler sur le sol en crachant du sang. Toute la cellule est plongée dans le silence. Il lui demande s'il veut encore continuer, ou s'il a enfin eu sa dose. Le géant n'a pas dit son dernier mot. Il sort un cran d'arrêt de sa ceinture, les yeux injectés de sang par le désespoir. Il fonce une dernière fois, hurlant qu'il va découper le gamin en rondelles. Reiki soupire juste, fermant les yeux une petite seconde. Il traite le mec d'idiot pour avoir osé sortir une lame contre lui. D'une précision chirurgicale, Reiki bloque la lame affûtée entre son index et son majeur, l'arrêtant à quelques centimètres de son visage. La mâchoire du boss se décroche. Il hallucine que quelqu'un puisse stopper une lame en plein vol à main nue. Il est face à un putain de monstre. Reiki brise la lame avec deux doigts, demandant si c'était le dernier tour de passe-passe du boss. Les codétenus restent bouche bée d'horreur, choqués qu'il ait pété de l'acier à main nue. À genoux, le boss tremble de tout son corps, se demandant quel genre de monstre il a provoqué.
Reiki balaie la pièce d'un regard froid, demandant si quelqu'un d'autre a les couilles de l'affronter. Les détenus se jettent au sol, suppliant d'être épargnés et jurant qu'ils ont été forcés de l'attaquer. Il balance Minami dans la seconde, affirmant qu'il a payé le boss spécialement pour fumer Reiki. Reiki domine le leader au tapis, l'interrogeant sur la vraie prime que Minami a mise sur sa tête. Le boss bégaie, dévoilant une prime de 2 millions de yens et la promesse d'une remise de peine. Reiki lâche un petit rire moqueur, demandant si une liasse de billets valait le coup de finir avec une main broyée à vie. Il se proclame nouveau taulier de la cellule, défiant quiconque d'ouvrir sa gueule. Terrifiés, les prisonniers le couronnent roi de la prison directe. Reiki soupire face à ce titre claqué au sol, espérant que le chef de la famille Ijima ne va pas tarder. 2 jours passent, le bureau de sécurité de José baignant dans le silence sous un soleil de plomb. À l'intérieur des locaux, le tel confisqué de Reiki n'arrête pas de vibrer sur un bureau. Daigo Umino, le directeur, observe l'écran, étonné que quelqu'un cherche à joindre le morveux. Il décroche avec un ricanement, balançant à l'interlocuteur que Tojo est foutu pour avoir fait chier Hiroki Minami. À l'autre bout du fil, le vieux tape du poing sur son bureau, exigeant que son bienfaiteur soit relâché dans la seconde. Umino reste arrogant, rigolant de la menace et martelant que Reiki va rester au trou. Il s'annonce fièrement, affirmant qu'aucune supplique ne le fera changer d'avis. Le grand-père est hors de lui, le visage tordu par la rage face au ton insolent du dirlo. Le jeune homme inconnu, petit-fils, essaie de le calmer, mais la fureur de l'ancien ne fait que grimper. Il fulmine contre la stupidité d'Umino, captant que le directeur n'a aucune idée de qui il fait chier. Le grand-père hurle pour appeler Yusuke, la voix sèche pour balancer un ordre d'intervention immédiat. Il ordonne une exfiltration, balançant le nom de Kunio Ijima du ministère de la Défense. Yusuke fait un salut militaire impeccable, jurant de réussir la mission coûte que coûte. Plus tard, Umino se prélasse dans son bureau, se foutant de l'idée que Reiki puisse être le « prof » de qui que ce soit. Il ouvre un tiroir, dévoilant des liasses de billets venant de la famille Minami. Un sourire avide lui barre le visage alors qu'il se délecte de ce fric facile et sale. Un gros bout monstrueux sur la porte du bureau coupe-court à son petit kiff. Umino pète un câble, hurlant qu'il est occupé et exigeant de savoir qui ose l'interrompre. La lourde porte en chêne vole en éclats, dégondée d'un coup de latte. Yusuke pénètre dans la pièce, le regard glacial fixé sur sa cible. Umino braille sur l'effraction, tentant de sauver les meubles et son autorité. Sans décrocher un mot, Yusuke fonce avec une vitesse et une intention mortelle. Il lâche une frappe dévastatrice qui envoie Umino valser à l'autre bout de la pièce. Le dirlo s'écrase lourdement au sol, son fric sale s'envolant de partout. En sang et au bout du rouleau, Umino hurle une menace de mort à l'intrus. Le canon d'un flingue vient se coller contre son front avant même qu'il ne finisse sa phrase. Yusuke lui balance sa plaque, lui demandant sur qui exactement il comptait tirer. Le visage d'Umino devient livide quand il capte que l'appel venait bel et bien du ministère de la Défense. Yusuke l'identifie comme le mec qui a foutu Reiki en tôle et exige sa libération immédiate. Tremblant de terreur, Umino réalise qu'il s'est attaqué à un putain de titan sans faire exprès. Yusuke garde son flingue pointé sur Daigo Umino, le directeur, qui bégaie que les crimes de Reiki sont trop graves pour leur lâcher direct. D'un regard noir, Yusuke ordonne au dirlo de la fermer et de l'emmener voir le gamin sur le champ. Mort de trouille pour sa vie, Umino rampe par terre au milieu de ses billets sales, acceptant de montrer le chemin. Le visage du dirlo est crispé par la panique. Il prie intérieurement pour que Reiki n'ait pas été buté par l'assassin qu'il a envoyé. Dans les couloirs de la prison, le garde moustachu dirige une petite escouade vers les cellules de haute sécurité. Il rigole avec ses gars, persuadé que Reiki a été tabassé à un point où on ne le reconnaît même plus. Les gardes parlent de la grosse prime qu'Hiroki Minami leur a promise une fois le boulot terminé. En arrivant devant la tôle, le garde moustachu est sur le cul d'entendre quelqu'un proposer poliment des fruits et demander si la pression du massage est bonne. À la place d'un cadavre en sang, il tombe sur Reiki posé au KLM sur une chaise, dorloté comme un roi par les autres taulards. La mâchoire du garde moustachu se décroche d'incrédulité en voyant les pires racailles de la prison agir comme les larbins perçaux de Reiki. Reiki fixe les gardes avec un regard calme et perçant qui les met direct mal à l'aise. Il annonce au maton que 2 jours, c'est beaucoup trop long et qu'il ne les pardonnera pas, même s'ils le sortent de là maintenant. Le garde moustachu lâche un rire nerveux, balançant au morveux de ne pas se la raconter juste parce qu'il sait vaguement se battre. Il déclare que les repas de Reiki sont coupés avec effet immédiat, pressé de voir combien de temps son arrogance va tenir. L'expression de Reiki s'assombrit alors qu'il informe le garde qu'il vient juste de griller sa toute dernière chance d'être épargné. Le garde lui rit au nez, se moquant des paroles du gamin comme si c'était les pleurnicheries d'un raté.
Il se délecte à l'avance du moment où Reki rampera et le suppliera à genoux de l'épargner. Soudain, le directeur Umino déboule et balance une énorme patate dans le crâne du garde moustachu, le traitant de sombre idiot. Sonné et se tenant le visage, le garde lève les yeux, choqué, se demandant qui a osé le frapper. Umino lui hurle dessus comme un fou furieux, exigeant de savoir sur quel ordre il a fait une connerie pareille. Le dirlo ordonne illico la libération de Reki, tandis que Yusuke observe en retrait, soulagé de voir le gamin entier. Quand la porte de la cellule s'ouvre, Yusuke informe Reki que le maître l'attend. Reki confirme que la promesse a été tenue. Les yeux de Reki se plissent alors qu'il se lève, annonçant froidement qu'il n'a pas du tout l'intention de quitter la prison pour le moment. Yusuke est pris de court, la confusion se lisant sur sa tronche alors qu'il demande pourquoi Reki ne veut pas sortir direct. Tojo Reki regarde à travers les barreaux, rappelant au garde l'avertissement qu'il lui a lancé plus tôt. Il n'a pas oublié à quel point le mec crevait d'envie de le voir à genoux. L'ado pointe le sol du doigt, lui disant que c'est à son tour de se mettre à genoux. Le garde moustachu se met à transpirer à grosses gouttes quand on lui ordonne de supplier le garçon de bien vouloir sortir de sa cellule. Le garde est à genoux, bégayant de pure terreur. Umino pète un plomb, hurlant sur lui d'arrêter de traîner et d'en finir vite fait. Le mec écrase sa tronche contre le béton, pleurant pour qu'on ait pitié de lui. Reki reste derrière les barreaux, fixant ce spectacle pathétique de haut et lui disant de parler plus fort. Le garde commence à donner des coups de boule sur le sol, suppliant Reki de bien vouloir quitter la cellule. Il est désespéré, avouant qu'il était le pire des cons de croire qu'il pouvait le punir. Le sang éclabousse le sol alors que le garde n'arrête pas de s'exploser la tête par terre. Indifférent au spectacle, Reki finit par accepter de sortir. Umino lui tient la porte comme un larbin, transpirant à mort pendant qu'il joue les escortes. Les autres taulards sont au garde à vous, s'inclinant pendant que leur boss se prépare à mettre les voiles. Umino essaie de faire croire que c'était juste un gros malentendu, mais Reki le recadre direct. Les racailles hallucinent, complets en voyant le directeur du bureau courber les chines devant un lycéen. Reki sort du bâtiment, collé au basque par un soldat en treillis. Umino lâche un énorme soupir de soulagement, trop refait que le « problème ambulant » débarrasse enfin le plancher. Le soldat le mène vers un énorme camion blindé noir. Reki lui demande s'il bosse pour le ministère de la Défense. Le mec lâche un salut sec, se présentant comme le premier lieutenant Yosuke Tatsuno. Il est là pour l'escorter sur ordre de la famille Ijima, et Reki lui dit d'ouvrir la marche. Les pneus du blindé font voler la poussière. Il détale du centre, traçant vers la ville. Pendant ce temps, à l'université Kosei, c'est le calme plat pour l'instant. Tsutomu Hayashida est en cours avec son bras en écharpe, l'air au fond du trou et guettant les infos. Il reçoit un texto de son boss lui balançant qu'un mec de la famille Ijima vient juste de récupérer Reki. Le tel lui glisse des mains et s'écrase sur le bureau. Il transpire à grosses gouttes, n'arrivant pas à capter qu'un déchet renié comme Reki puisse avoir des liens avec une famille aussi blindée. Un camarade lui demande si ça va, mais Tsutomu lui hurle juste de dégager. Il tape un sprint hors de la classe, renversant sa chaise en pleine panique. Il doit prévenir son père et son frère dans la seconde. C'est un putain de carnage. Le camion blindé se gare devant un énorme manoir ultra sécurisé. À l'intérieur, Yosuke lâche que son maître est vénère de ouf à cause de ce qui s'est passé. Il lui demande si Reki croyait vraiment qu'un ponte comme lui allait bouger le petit doigt pour l'aider. Reki mate par la fenêtre, demandant si ce maître est vraiment un mec important. Yosuke explique que c'est un cador au ministère de la Défense, mais que son corps est couvert de vieilles cicatrices de guerre. Il avoue qu'ils ont fouillé dans le passé de Reki avant d'intervenir. Il savait qu'il était le gosse rejeté de la famille Tojo que tout le monde prenait de haut. Reki croise les bras, leur demandant s'il commence à douter de sa capacité à guérir le vieux. Il se range sur le côté, et Yosuke dit qu'il doit d'abord vérifier un truc. D'un coup, le soldat se jette sur Reki, son poing crépitant d'énergie bleue. Une droite par droit vers sa tête, mais s'écrase contre un mur invisible dans un éclair de lumière. Reki bloque l'énorme poing sans forcer, demandant si c'est censé être une blague ou un test. Yosuke sourit, voyant que son instinct était bon. Reki est en fait un pratiquant d'arts martiaux anciens. Vu que dans ce monde, personne sait ce qu'est un cultivateur, Reki décide de laisser couler et valide l'excuse. Reki et Yosuke traversent la cour, le soldat ouvrant la voie pour lancer le traitement. Ils arrivent devant l'entrée principale d'un manoir majestueux de style occidental. À l'intérieur, Toyo Ijima est déjà en train de gueuler, fou de rage que son père ait fait venir un toubib de quartier. Il s'embrouille avec Kunio, lui demandant comment il a pu jouer avec sa propre santé comme ça. Toyo s'acharne sur le fait que le spécialiste étranger qu'il a fait venir, le Dr Smith, est le seul capable de le sauver.
Le docteur Smith remonte ses lunettes avec arrogance, insinuant que Cugnot se fait pigeonner par un charlatan. Le petit-fils tente de calmer Cugnot, pendant que le vieux serre les dents, saoulé par leur prise de bec. Le docteur Smith lâche un rire narquois, affirmant que quiconque prétend pouvoir soigner Cugnot maintenant n'est qu'un escroc. Il ravale son rire direct, sursautant en voyant qu'un mec se tient pile derrière lui. Reiki est là, l'air totalement blasé, demandant si le mot « escroc » lui était destiné. Il fait un pas de plus, répétant sa question tout en fixant le toubib sceptique et le fils. Le docteur Smith le reluque de la tête aux pieds, se foutant de Reiki parce qu'il ressemble encore à un lycéen. Toyo ricane avec lui, demandant à son père s'il déconne à plein tube en laissant un morveux s'occuper de lui. Le docteur Smith lâche un soupir, rappelant au monsieur que la médecine est une science et que Reiki n'a clairement pas le profil. Toyo met le doigt sur le truc évident. Reiki ne s'est même pas pointé avec une trousse de secours ou le moindre médoc. Reiki ne bronche pas, répondant que la vraie guérison ne dépend pas de la mallette qu'on se trimballe. Toyo en a plein le dos et ordonne à Reiki de fermer sa gueule, refusant de laisser un morveux gérer un truc aussi critique. Reiki propose calmement que, vu que le docteur Smith est si sûr de lui, ils n'ont qu'à le laisser passer en premier. Toyo lâche un ricanement méprisant, disant à Reiki que c'est une bonne chose qu'il connaisse au moins sa place. Il ordonne au toubib de lancer les hostilités, jurant de lui filer tout ce qu'il veut s'il arrive à sauver son daron. Cugnot lance un regard inquiet à Reiki, mais ce dernier lui dit de laisser le type essayer. Ça ne le tuera probablement pas. Toyo lui hurle dessus de surveiller son langage, prenant très mal cette petite pique lâchée l'air de rien. L'expression de Reiki devient glaciale alors qu'il fixe Toyo. Il le prévient qu'il évite de faire un scandale uniquement par respect pour Cugnot, mais que le manque de respect a ses limites. Pour enfoncer le clou, Reiki pulvérise un énorme bureau en bois massif d'un seul coup de paume. Il toise Toyo, l'avertissant qu'il finira en miettes comme ce bureau s'il continue de chercher la merde. Toyo déglutit difficilement, le teint cadavérique et en sueur. Il balbutie qu'il ne cherche pas la bagarre, visiblement mort de trouille face à cette démonstration de force. Le docteur Smith marmonne que la force brute n'a strictement rien à voir avec de vraies compétences médicales. Il prépare sa seringue, totalement confiant dans son remède scientifique. Le médecin s'approche de Cugnot et l'informe qu'ils sont prêts à attaquer. Il enfonce l'aiguille dans le bras de Cugnot et balance l'injection. Toyo demande à son père comment il se sent, et Cugnot répond qu'il commence à avoir une petite bouffée de chaleur. Mais d'un coup, le visage de Cugnot se tord de douleur, comprenant qu'un truc cloche méchamment. Le docteur Smith sourit, l'assurant que c'est une réaction tout à fait normale pendant l'activation de ses cellules. Soudain, le corps de Cugnot se met à irradier d'une lueur violette maladive alors qu'il est pris de tremblements violents. Il s'effondre à genoux, se tenant la poitrine et cherchant son souffle pendant que tout le monde panique autour de lui. Il hurle qu'il a l'impression que son corps va littéralement exploser. Le docteur Smith fixe la seringue, halluciné, bégayant que son dosage était millimétré. Toyo chope le toubib par le col, hurlant pour savoir quelle connerie il vient de faire. Cugnot crache une gerbe de sang pendant que son petit-fils hurle frénétiquement d'appeler une ambulance. Reiki avance tranquillement vers eux, ordonnant à tout le monde de dégager le passage pour qu'il puisse enfin sauver le vieux. Reiki bouscule les badauds choqués et fonce vers le lit. Il arrive au niveau de Cugnot et lui prend le poignet pour capter son pouls et la circulation de son énergie. Reiki explique sans pression que l'activateur de cellules n'a fait que provoquer une inflammation fulgurante de ses vieilles blessures internes. Il annonce que s'il n'est pas soigné dans les 10 minutes qui viennent, il va y passer. Toyo et le docteur Smith sont hors d'eux, traitant le diagnostic de vaste blague et accusant Reiki d'être un charlatan meurtrier. Toyo pète les plombs et colle une droite magistrale dans la face du docteur Smith, le traitant de médecin de pacotille pour avoir foiré. Il se retourne vers Reiki avec un regard désespéré et suppliant, lui demandant s'il peut vraiment sauver son père. Reiki lâche un oui sec. Reiki se redresse, précisant que l'état de Cugnot est bien pire qu'avant qu'on lui donne cette merde. Il ajoute une clause. Il va lui falloir une rallonge niveau oseille vu que le niveau de difficulté vient de grimper. Toyo hurle qu'il paiera la somme qu'il voudra, pourvu qu'il sauve la peau de son daron. Reiki valide le deal et sort une petite fiole contenant une unique pilule. Il fait tomber une pilule dorée dans sa paume, dégageant une faible lueur sous l'éclairage de la pièce. Il maintient la tête de Cugnot et lui ordonne d'avaler, lui enfonçant la pilule dans le gosier de force. Reiki pose une main sur le torse de Cugnot, et une lumière intense et pulsante commence à irradier de sa paume. Soudain, Cugnot lâche un râle et vomit une énorme flaque de sang noir et épais sur le sol. Toyo est horrifié, hurlant le nom de son père alors que Cugnot s'effondre sur le lit. Il foudroie Reiki d'un regard assassin, exigeant de savoir ce qu'il vient de lui faire. Il hurle à l'aide, et le bruit lourd des rangers de la sécurité résonne dans le couloir.
Toyo pointe Reiki du doigt et ordonne aux gardes de virer le meurtrier sur le champ. Reiki le fixe avec un regard sombre et glacial, le prévenant qu'il ne laissera passer aucun autre manque de respect. Toyo s'en tape complet, hurlant que Reiki a déjà fait bien trop de dégâts à son père. La sécurité déboule dans la chambre, matraque sortie et prêt à taper dans le tas. Un garde balance un énorme coup de matraque sur Reiki, mais il esquive avec un mouvement fluide et minimaliste. Reiki tourne le dos au garde, sa main s'illuminant d'une énergie orange flamboyante et intense. La puissance monte d'un cran, l'air autour de sa paume frémissant sous l'effet de la chaleur et de la force pure. Un garde observe la scène, complètement sur le cul, pendant que Reiki prépare son coup. Reiki lâche une frappe de la paume qui libère une vague d'énergie, envoyant valser les gardes à l'autre bout de la pièce. Les vigiles volent dans les airs, se percutant les uns les autres, totalement terrassés par la puissance du souffle. Toyo est sous le choc, mais reprend vite ses esprits et hurle sur ses hommes d'arrêter de faire les cons et de le buter. Son fils tente de le retenir, lui disant que ça va beaucoup trop loin. Toyo l'envoie paître, hurlant aux gardes d'abattre Reiki dans la seconde. Les gardes sortent leur calibre et visent, braquant les canons droits sur la tête de Reiki. Reiki jauge les flingues avec un regard froid et analytique, évaluant ses options. Il sait qu'il n'est pas encore de taille à arrêter des balles, alors il envisage de prendre Toyo en otage pour régler le problème. Soudain, une toux sèche tranche le silence, et Kunio se redresse, balançant à tout le monde que la récré est finie. Toyo se précipite auprès de son père, soulagé de ouf et remerciant le ciel qu'il aille bien. Kunio ne lui rend pas son étreinte. À la place, il lui balance une énorme claque qui résonne dans la pièce. Il hurle sur son fils, le traitant d'idiot fini pour avoir osé traiter leur sauveur avec autant d'insolence. Le petit-fils est refait de voir son grand-père sur pied et avec une meilleure mine que jamais. Kunio zappe la joie du gamin, lui aboyant de le lâcher et de montrer un peu de respect. D'un coup, Kunio se laisse tomber à genoux sur le sol et s'incline profondément devant Reiki. Kunio écrase sa tête contre le sol, suppliant Reiki de pardonner l'insolence de sa famille. Reiki reste de marbre, fixant le patriarche de haut avec un je m'en foutisme total. Toyo et le petit-fils ne mouftent pas. Après avoir vu le daron s'écraser comme ça, il reste planté là, en sueur et mort de trouille. Il implore Reiki de pardonner l'attitude de sa famille, pendant que Toyo et le petit-fils l'imitent, baissant la tête, morts de honte. Kunio lâche une annonce fracassante, déclarant qu'à partir de maintenant, toute la famille Ijima sera aux ordres de Monsieur Tojo. Reiki s'autorise un petit sourire satisfait, sachant qu'il vient de poser une énorme brique pour étendre son pouvoir dans ce monde. Il garde les pieds sur terre, précisant que les belles paroles de gratitude ne valent pas grand-chose pour un mec comme lui. Kunio capte direct le message et aboie un ordre à Toyo, raquer les honoraires de Reiki sur le champ. Toyo reporte son attention sur la vraie source de tous ces emmerdes, avançant vers le docteur Smith qui tremble comme une feuille. Il attrape le toubib par le col, le traitant de charlatan et lui promettant qu'il va payer très cher pour ce qui s'est passé. Toyo ordonne à la sécu de virer le doc et de s'assurer qu'il prenne cher pour son incompétence. Le docteur Smith se débat et hurle qu'il va appeler son avocat pendant que les gardes le traînent hors de la pièce. Kunio se tourne vers Reiki en s'inclinant, l'invitant à la grosse soirée d'anniversaire pour ses 65 ans la semaine prochaine. Reiki capte direct qu'une fête de ce niveau est l'occasion rêvée pour imposer le blaze de Monsieur Tojo à toute la haute société. Il accepte l'invit, et Kunio lui tend une enveloppe rouge, promettant qu'il sera leur invité d'honneur absolu. Reiki se tourne vers le soldat, Yosuke, et lui dit de lui préparer une caisse Fissa pour qu'il puisse se barrer. L'invitation en main, Reiki pense au fric qu'il vient de palper et se dit qu'il va enfin pouvoir rembourser ce qu'il doit à sa sœur. La scène passe au campus de l'université Kosei, où les étudiants vivent leur petite routine. En plein amphi, Kazumi voit son tel vibrer et grille que c'est un appel de son frère. Elle décroche avec une tête choquée quand Reiki propose de les inviter, Runa et elle, à bouffer. Reiki se balade sur le campus, avec Yosuke qui le suit à bonne distance pour rester discret. Kazumi lui parle d'un nouveau resto français près de la fac qu'elle a trop envie de tester. Runa, assise à côté, hésite, sachant qu'un endroit pareil doit coûter un bras. Kazumi sourit et embarque sa pote de force, insistant sur le fait que tout ira bien puisque c'est son frère qui régale. À la nuit tombée, la lumière chaude du coucher de soleil se reflète sur les immenses vitres du resto de luxe. Kazumi fait coucou à son grand frère, déjà posé et qui les attend à une table avec une vue de malade. Le serveur arrive, et Reiki lui lâche cash de ramener le menu le plus cher de la carte. Runa hallucine complet, se demandant comment Reiki peut se payer un repas pareil d'un coup. Reiki lui tend une épaisse liasse de billets pour régler sa dette. Runa ouvre des yeux ronds, c'est carrément plus que ce qu'elle imaginait.
Leur repas tranquille est coupé net par un cri agressif qui résonne dans tout le resto. Un mec en costume beige déboule, pointant un doigt accusateur et disant à Runa de ne pas accepter l'argent d'un « déchet » comme Reki.